J'ai survécu 100 jours sur le mode le plus difficile de Breath of the Wild. Absolument tout ce qui existe one shot. Tous les mobs ont la résistance d'un putain de linet. Que ce soit la Master Sword ou les bêtes divines, rien ne peut être fait sans préparation. Comme si c'était pas assez, j'ai ajouté le mode expert. Permet à tous les mobs de s'auto-régène, je suis vraiment une merde. Et pour valider le défi, voici mes objectifs. Libérer toutes les créatures divines, retrouver tous les souvenirs de Link, déterrer la Master Sword, retrouver le bouclier d'Ilia, débloquer toute la carte, faire plus de 60 sanctuaires, avoir tous les cœurs et tout l'endurance, avoir ma maison, construire un village, avoir toutes les tenues, tous les masques et tous les bijoux du jeu, faire toutes les sources des dragons, capturer le cheval de Ganon, de Zelda et chevaucher Alpha, et pour finir, battre Ganon, ce truluberlu. Bon, je pense que vous avez compris que la vidéo m'a coûté ma santé mentale, mon bras gauche et ma vie sociale, soit plus de 100 heures de travail. Donc t'es sympa, tu t'abonnes, tu likes et tu nous rejoins sur Twitch. Et plus vite que ça. Sur ce, bon visionnage. Bon, après le petit moment ASMR que Zelda nous a offert, on se réveille dans un jacuzzi après avoir tapé un coma de 100 ans. Je décide de prendre la tablette Sheikah, mais je me retrouve face à deux coffres, où on me donne de l'endurance et un cœur supplémentaire. En toute sincérité, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Je trouve aussi deux coffres où je récupère un vieux pantalon et une vieille chemise. Et à mon grand désarroi, je tombe sur un interrupteur qui n'a absolument rien à faire là. Alors en toute innocence, je décide de l'activer. C'est un peu l'objectif d'un interrupteur. C'est un troll là. Je suis censé faire quoi même là? C'est dans le max. Mais la poêle. Je suis sous Calvin Klein. Il me demande de faire des 2v1 contre des lignes dorées. Ah oui. Seigneur tout puissant. Je pense que c'est une blagounette. Bon, bien évidemment, je l'ai battu, hein. Je récupère les deux fées qui me sont gentiment données et je sors de cette grotte d'Homo sapiens. Et nous voilà arrivés sur le plateau du prélude. Le seul instant de sérénité, de paix, d'amour. Bon, bien évidemment, c'était une blague. Toute la map est un putain de camp de concentration. Mais au moins, nous commençons le jour 1. Sans avoir le temps de respirer, je fais la rencontre d'un gardien. Doucement, salam alaikum d'abord. Heureusement, je trouve un bouclier de niveau 70 et une épée de niveau 49 de la garde royale. Si vous vous demandez pourquoi j'ai du stuff de la fin du jeu, déjà t'es pas au bout de tes surprises et en plus c'est tout à fait normal car sans ça tu prendrais littéralement 30 minutes à tuer un bokoblin si tout ton stuff se casse pas avant. Bref, je décide de l'affronter et je l'extermine. Oui, car il y a plusieurs avantages que le mode nous a donné, comme la nage rapide, le saut amplifié avec le bouclier, tous les slots d'armes, donc Noya au chômage. Un réceptacle de cœur coûte pas 4 mais 2 emblèmes du triomphe. En marchant, je trouve mon premier moblin et je fais aussi ma première erreur, c'est-à-dire l'affronter. Je tombe ensuite sur une ruine avec un coffre. Je décide de contourner pour éviter les mobs et je récupère le pantalon ilien. Et dans l'immédiat, l'objectif est de compléter la quête que Zelda nous a donnée, c'est-à-dire activer la tour Sheikah, qui permettra de découvrir toutes les autres tours et sanctuaires de la map. En gros, si tu fais pas ça, bah tu peux pas jouer au jeu. Ah mais faut réfléchir un moment. On active donc la tour du prélude qui nous débloque sur la carte le plateau du prélude. Bon, pour ceux qui connaissent pas le jeu, il y a deux types de structures, les tours et les sanctuaires. Les tours permettent de débloquer visuellement sur la carte les 15 régions du jeu. Il y a donc 15 tours. Bah oui, t'es intelligent. Et les sanctuaires, il y en a 120 et nous permettent donc d'avoir un point de TP un peu partout sur la map, mais nous donnent aussi un emblème du triomphe que l'on peut échanger contre de l'endurance ou un cœur. Sur le plateau du prélude, il y a 4 sanctuaires et chacun d'entre eux nous donne un pouvoir qui est nécessaire pour accéder à la suite du jeu. Je décide donc d'aller au sanctuaire des bombes. Sur le chemin, je meurs 3 fois car je me fais littéralement harceler de missiles nucléaires. Mais j'arrive enfin à notre premier sanctuaire. En arrivant, je pose la tablette Sheikah et j'obtiens les bombes. Je finis le sanctuaire avec charisme et je vais me chercher mon premier emblème du triomphe. Au loin, je trouve le prochain sanctuaire et je décide donc de m'y rendre. Je dépose ma tablette Sheikah et je récupère le pouvoir de Polaris qui me permet d'attraper des objets en métal à distance. J'arrache l'arbre généalogique de tous les mobs et je vais chercher mon deuxième emblème du triomphe. En sortant du sanctuaire, je trouve un coffre caché dans l'eau que j'ai récupéré avec Polaris et je récupère mon premier minerai. Avec la tablette Sheikah, je repère le prochain sanctuaire qui se trouve dans les montagnes enneigées. Sur le chemin pour le sanctuaire, je me fais harceler sexuellement par des gardiens et en avançant dans la neige, je perds trop de vie à cause du froid et je n'arrive donc pas à avancer. Je me donne donc l'objectif de trouver des piments qui, après avoir été cuisinés, te permet de résister au froid et donc ne pas mourir comme une grosse merde. Je décide donc de me rendre dans une petite maison en bois qui est normalement habitée par le fantôme du roi d'Hyrule, qui est le PNJ qui est
censé nous guider dans le plateau du prélude. Mais le mode l'a supprimé. Pourquoi? Tout simplement pour nous casser les couilles. Je cuisine mon premier repas et je cours en direction du sanctuaire. Sur le chemin, je repère le 4e sanctuaire et je le ping pour m'en souvenir. Car la mémoire et moi, ça fait 72. On arrive donc au sanctuaire de Wamodai, où cette fois je débloque Cinétise, qui permet de figer un objet dans le temps, tout en pouvant lui donner des coups afin de le faire avancer dans une direction précise. Plus on donne de coups, plus il va loin, moins on donne de coups, bref t'as compris. En avançant dans le sanctuaire, je décide de m'attarder sur le coffre et je trouve un bouclier niveau 70. Et je skip une partie du sanctuaire à l'aide de mes talents mécaniques hors du commun. En sortant du sanctuaire, j'utilise Cinétise sur un gros caillou afin de débloquer l'accès à un coffre où je trouve mon premier arc, qui pour le coup sera vraiment utile. Avant de passer au prochain sanctuaire, je réapprends à faire le wind bomb. Ceux qui ne savent pas ce que c'est une sorte de bug qui nous permettra de se déplacer beaucoup plus vite dans les airs. Et pour ça, on a besoin d'un arc, d'une flèche minimum et de bombes. Et aussi de la paravoile techniquement si t'as pas envie de tomber de 340 mètres de haut. Le principe est simple, tu sautes d'une hauteur qui te permet d'activer le ralenti de l'arc et en parallèle tu lâches une bombe. Tu vas changer de bombe et en mettre une deuxième qui va donc se mettre devant la première bombe. Après ça, tu rechanges de bombe pour prendre la première. Tu la fais exploser. Bon, effectivement, ça fait penser à un suicide organisé. Mais en gros, l'objectif, c'est que quand la bombe va exploser, ça va propulser la deuxième bombe tellement vite que quand elle rentre en collision avec le personnage, bah il va rejoindre Tupac. Ça va être une technique indispensable que je vais utiliser pendant absolument tout le défi. Et nous voilà, jour 2. Arrivé au dernier sanctuaire, je débloque Cryonis, qui permettent de créer des piliers de glace sur l'eau. Je passe le sanctuaire avec absolument aucune difficulté et je récupère mon 4e emblème du triomphe. Après avoir fait les 4 sanctuaires, je me demande comment faire sans le PNJ, car c'est lui qui est censé nous donner la paravoile. Heureusement, avec mon QI supérieur, je me rends au temple du temps, où il est censé me donner la paravoile. Arrivé là-bas, je trouve une statue avec laquelle je peux échanger mes emblèmes. Car à ce moment-là, j'étais naïf et je ne savais pas encore que 3 cœurs et 45, ça change rien. Je trouve aussi un coffre où je débloque la tenue Ilienne. En arrivant en haut du temple, je me rends compte que j'avais raison. Je trouve donc un coffre et un arc incroyable, ainsi qu'un coffre avec la paravoile. Et je sors enfin de ce plateau de merde. C'était le plateau du prélude ou le plateau repas? Rigole. Désormais mon objectif c'est de me rendre au village Cocorico, tout simplement pour y trouver Impa, la servante de la princesse Zelda, personnage très important qui va nous donner la suite de la quête principale, c'est-à-dire les 4 bêtes divines et Bad Ganon. Sur le chemin, je fais la rencontre d'un Litorok qui eux ne sont pas modés. Je tape ce qui à première vue doit être son Zor et je récupère fort beaucoup d'écus. Sur le chemin, je trouve un sanctuaire et vu que j'ai comme objectif plus de 60 sanctuaires, chaque fois que je vais en voir un, je vais m'y rendre. Le sanctuaire est facile, faut littéralement utiliser la paravoile 10 secondes, c'est gratuit. En sortant du sanctuaire, je traverse le pont de Prokis, où j'aperçois au loin une tour Sheikah. Du coup, j'esquive l'armée de 300 bokoblins qui se trouve derrière moi et je fonce vers la tour. Arrivé en haut, je pose la tablette Sheikah sur le récepteur et je débloque une nouvelle région de la carte, qui je le rappelle est aussi un objectif. Et à ma grande surprise, je débloque aussi une nouvelle fonctionnalité de la tablette, c'est-à-dire le détecteur Sheikah. Et pour être honnête avec vous, il casse plus les couilles qu'autre chose. Résumé, ça fait un bruit quand t'es proche d'un sanctuaire et franchement, c'est utile que pour me créer une outil. Après avoir franchi la montagne en face de la tour, je tombe sur 3 sanctuaires quasiment au même endroit. Il y en a 2 qui sont littéralement frères jumeaux, c'est exactement les mêmes épreuves et du coup je les skip de la même manière. Et un autre qui demande d'utiliser des plaques de pression, bref des épreuves de CP. Et nous sommes déjà jour 3. Je continue ma route en suivant la rivière et je retombe encore sur un sanctuaire. Ça y est frère, c'est trop. Et juste à côté je trouve mon premier relais. C'est une autre structure dans laquelle on trouve des quêtes secondaires, des marchands et aussi un moyen de sauvegarder ou stocker son cheval. Bref, c'est sympa mais pour l'instant je m'en tarpine le Mégatron. Non, plus sérieusement, j'ai vendu tous mes minerais aux marchands et on a atteint 1040 rubis. J'ai donc décidé d'acheter des flèches. Après un long périple à juste ne pas trouver mon chemin comme un handicapé, je trouve enfin l'entrée du village Cocorico. Mais avant d'aller voir Impa, je vais à la statue du village pour échanger mes emblèmes du triomphe. Et nous voilà passés de 7 à 9 cœurs. Je décide avant tout d'aller faire le sanctuaire du village pour pouvoir au moins avoir un TP. J'extermine le robot suprémaciste blanc et je sors de ce sanctuaire de merde. Avec le deuxième emblème du triomphe, je me rends une deuxième fois à la statue pour lui demander mon 10e cœur. Je me rends donc chez Impa. Elle nous fait un long discours pour expliquer que j'ai fait un coma de 1 siècle. Elle nous donne des précisions sur ce qu'on doit faire. Elle nous dit que pour Bad Ganon, il va falloir que je libère 4 créatures divines dans les 4 coins de la map, dans le village des Auras, des Piaf, des Gorons, et des Arabes, des Gerudo. Mais malheureusement, notre tablette Sheikah n'est pas complète, ce qui est fort dérangeant. Alors elle nous demande de se rendre au village des limites, car il y a des gens qui pourront nous aider. Et avant d'entamer mon grand périple, je décide de me rendre au sanctuaire de tout à l'heure, car juste à droite, on y trouve un passage avec un accès à la fontaine des fées, où se trouve la grande fée Kotura. Pour résumer, les grandes fées servent à 2 choses. Premièrement, le plus important, c'est qu'elle peut améliorer
améliorer les armures si on lui donne les matériaux nécessaires. Et deuxièmement, la fontaine peut te heal. Et c'est un bon moyen d'y récupérer des fées qui, quand tu meurs, meurent à ta place. En gros, c'est comme un totem d'immortalité tah Minecraft Prime. J'ai pas besoin de vous dire que dans ce mode, c'est essentiel. Pour le chemin, pour le village des limites, je décide finalement de faire le tug et directement aller tabasser la bête divine des auras. 35 winbones plus tard, j'arrive dans les montagnes de l'Anel et je vois au loin mon village préféré, celui des auras. Non, ça, quel poulet, je parle même pas de mif. Et nous voilà arrivés au domaine Zora. Avant de tenter toute interaction sociale avec qui que ce soit, je m'empresse d'aller faire le sanctuaire du village. Je fais les épreuves de façon totalement légale et je vais parler au grand chef du village. Et pour être grand, il est grand le ref, il fait la taille d'un HLM. En voulant parler avec lui, je fais la rencontre de Sidon, qui est son fils et par conséquent le prince du royaume. Et pour être clair, vous et moi, lui, c'est le GOAT. Et si un jour je deviens gay, il y a des grandes chances que... J'ai aussi la connaissance de Mary. Et c'est pas pour faire la blague, mais il a aucun mérite ce... Déjà, il a une tête de boomerang et en plus, il est littéralement raciste. Dès qu'il voit une autre race qu'un Zora, il commence à parler d'immigration, il y a zéro vibe. Et pour résumer, s'il est raciste, c'est parce que Mipha, l'une des collègues à Link il y a 100 ans et aussi ancienne reine du village, est morte selon lui à cause de la négligence des Iliens. Bref, pourquoi j'explique? Bon, il est raciste. Du coup, le roi des Zora nous explique que la créature divine, qui est normalement censée être notre allié, est complètement sous Frozen. Et c'est un impact direct sur le village, car il pleut tout le temps. Pour ça, il nous demande d'aller affronter le Linel tout en haut de la montagne, pour récupérer des flèches électriques essentielles contre la bête divine. Et pour ce faire, il nous offre alors l'armure Zora, qui pour résumer nous permet de nager dans les cascades, ce qui nous permet de gravir les montagnes beaucoup plus facilement. Avant de partir, Sidon nous explique en gros que ce serait bien de faire en sorte que l'autre y soit plus trop raciste. Et pour ça, il veut lui prouver que Mipha était bien mon ami par le passé. Et on le montre donc l'armure Zora confectionnée par elle, qui est parfaitement à ma taille. À ce moment-là, Link voit la statue de Mipha et débloque un souvenir. Et sur ce, on arrive au jour 4. Je me décide donc de me rendre à la cascade la plus proche pour utiliser l'armure Zora. Sur le chemin, je trouve des mobs qui volent dans les airs et qui m'envoient des flèches de glace. Mais j'arrive tout de même en haut de la montagne sans aucune égratignure, bébé. J'arrive donc face au Linel et j'ai deux possibilités. Soit je prends discrètement toutes les flèches sur les arbres, ou alors j'éteins l'entièreté sa génération. J'ai donc évidemment choisi la deuxième option et j'ai vite regretté, car sans vouloir me retrouver dans un thread Twitter, mais il est beaucoup plus foncé que d'habitude. Pas bon signe tout ça. Mais bon, jaune, noir ou blanc, je le kayako bémé. Après 2 échecs cuisants, où j'ai pris sa massue dans mon crâne, je l'ai enfin abattu. Je récupère donc un bouclier des dieux bestial, un arc qui tire par 3 flèches et une épée électrique. Après avoir récupéré toutes les flèches électriques, je vais directement rejoindre Sidon à la bête divine. C'est là où les choses sérieuses commencent. L'objectif va être de détruire les parties lumineuses rouges de Varuta avec les flèches électriques pour ensuite pouvoir accéder à la créature divine. Oh, c'est trop stylé son père. Je vais mourir, Sidon, à l'aide. Sidon, ton grand-père le chien. Il me lab beaucoup, c'est comment là? Il me lab manette. Il est malade de faire des trucs comme ça. J'ai pas l'aim assise. En fait, je vais devenir manette Fortnite là. Oh non, c'est chiant. Après avoir tout détruit, Sidon nous dépose sur la créature et nous abandonne. Et oui, Timothée, comme ton papa. Non, il devait pas faire les courses, Timothée. Tu pues la merde, Timothée. Et nous voilà enfin dans la première créature divine, Varuta. Et attention, là je vais vous parler avec le cœur ouvert. En toute sincérité, je ne m'attendais pas à ce bourbier. C'est trop dur, c'est affreusement compliqué. Je suis sorti de cette épreuve démoralisé. En toute sincérité, je me suis fait laver peut-être 100 fois. Je me suis fait traumatiser. Pendant 2 heures, j'ai tout testé. Il me manquait un seul terminal de contrôle. J'ai même pas un peu réussi. Mais au moins, j'ai appris un truc. Je n'étais pas prêt. Donc si j'ai la réelle intention de terminer ce défi, il va falloir beaucoup plus qu'un arc et mon game. Mais heureusement, j'ai un plan. J'ai donc décidé de quitter Varuta et de mettre de côté les créatures divines pour le moment, pour pouvoir me concentrer sur le reste des objectifs, ainsi que pour acquérir un meilleur équipement. Mes priorités sont donc les sanctuaires, farmer la nourriture comme un dégénéré pour avoir le plus de plats, et pour finir, avoir un énorme stock de fées. Jour 5, je me rends donc à Cocorico pour aller chercher des fées et faire le point sur la situation. Et là, comme un héros sorti de nulle part, un viewer du chat remarque que j'ai le DLC et me dit que je peux chercher le masque de Majora, qui permet de se protéger des bokoblins, des moblins et des lésalphos, la pire invention de l'humanité. J'ai donc décidé de me renseigner sur la position de ce chef-d'œuvre et j'apprends qu'il se trouve dans un coffre des ruines de Kolomo. Alors là mon pote, je tape un sprint. Et nous voilà jour 6. Arrivé dans les ruines, je me rends compte que c'est mieux protégé qu'un putain de bitcoin. En entrant dans les ruines, je trouve 2 coffres qui me donnent un éclat de corne de Rodrak et des flèches. Et enfin, je trouve mon précieux. Et comme si c'était pas assez, le mode l'a bloqué. Ah
Sur cette déception cuisante, je vais au village de Cocorico afin de faire mes premiers plats. En sortant du village, je décide de partir découvrir les plaines d'Hyrule. Et du haut de la montagne, je vois un sanctuaire. Je décide donc de m'y rendre. Et sur le chemin, je croise la route d'un Korogu qui me donne un diamant. Sur le moment, j'ai pas compris de ouf, mais dans les modes, les noix ne servent à rien. Vu que tu possèdes déjà toutes les slots d'armes, arcs et boucliers, je rentre dans le sanctuaire et j'utilise simplement Polaris pour sortir des boules de l'eau afin de les placer dans des trous. Bon, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est le jeu, d'accord? Je tombe alors sur une petite forêt dans laquelle je tue tous les animaux que je vois pour avoir le maximum de viande. Plus loin, je trouve un deuxième sanctuaire entouré par des pics et donc inaccessible. Je décide donc de faire un wind bomb pour passer par-dessus. Le sanctuaire est plutôt simple et je récupère mon emblème du triomphe. Un viewer du chat me dit que la meilleure bête divine à prendre est celle des Gerudo et celle des Gorons. Premièrement pour le bouclier de Daru qui évite de se faire one shot par des gardiens sous testostéra. Et deuxièmement pour les champs électriques de Urbosa qui pourraient stun tous les ennemis. Alors que Varuta, ça pue la merde car ça revient à avoir une fée. Du coup je prends la décision de me rendre chez les Gerudo pour découvrir les environs et surtout pour y laisser un TP au sanctuaire local. Je me TP donc au sanctuaire des montagnes du plateau du Prélude en direction du village des Zara. Après m'être pris un 1v8 par des moblins, je trouve un sanctuaire au pied de la montagne Gerudo. Je skip tout le sanctuaire à l'aide de mon charisme car je suis le meilleur streamer de tous les temps. Bon, j'ai un peu menti, mais si tu veux m'aider à atteindre cet objectif, rejoins-nous sur Twitch, mon bébé. Twitch last dans la description. Je franchis la montagne avec beaucoup de difficultés car il y a des mobs partout et j'ai très peu d'endurance. Malheureusement, avant que je puisse rejoindre le désert de Gerudo, je me fais traumatiser par un gardien qui sort l'option mitraillette nucléaire. C'est le jour 7. 10 minutes plus tard, j'arrive à l'entrée du désert Gerudo et je tombe encore sur un gardien boosté à la testostérone qui arrive à me toucher dans les airs. Et par contre, ça j'accepte pas. Fallait prévenir si je joue contre Tense Prime, espèce de gros. Heureusement, après une fuite acharnée, j'arrive à me cacher dans les ruines de l'est du désert. En avançant dans le désert, je trouve le bazar à sec qui va nous être très utile plus tard. Avec un wind bomb parfaitement exécuté, j'arrive à la capitale Gerudo. Sans m'être fait à toucher sexuellement une seule fois. Je rentre dans le sanctuaire et il est plutôt simple. L'objectif est de simplement jouer avec le courant électrique pour passer aux salles suivantes. Et c'est bien évidemment ce que j'ai fait. Sorti du sanctuaire, je parle à Benjamin, qui est littéralement un prédateur sexuel. Il me donne du coup plein d'astuces pour se faire passer pour une femme, afin de facilement entrer dans la cité Gerudo. Il me dit d'aller voir un PNJ à la sexualité variable qui se trouve au bazar à sec. Et il avait raison. Je me fais raquette 600 balles en échange de la tenue de damoiselle. Après ça, un viewer du chat me parle d'une grande fée au sud-ouest avec énormément de fées. Et après plusieurs tentatives, je ne le trouve pas. Probablement à cause de mon autisme sévère. Sur cet échec magistral, je décide de retourner dans les plaines d'Hyrule afin d'aller échanger tous mes emblèmes contre des cœurs. Mais avant ça, je tombe sur un autre sanctuaire inaccessible. Il est entouré de fleurs et si je marche dessus à plusieurs reprises, une jeune demoiselle va littéralement tenter de me séquestrer. Du coup, on va faire les choses bien. Arrivé dans le sanctuaire, je le finis en 10 secondes car je suis le go. Je décide alors de me rendre à la statue du village Cocorico. Et nous sommes désormais passés de 10 cœurs à 13 cœurs. En retournant dans les plaines d'Hyrule, en quête de sanctuaire, je tombe sur le relais de la forêt et je me rends donc à son sanctuaire. Celui-là par contre, je ne peux pas le skip. Pour résumer, c'est une sorte de mini-golf où il faut utiliser Cinétis pour propulser la balle dans le trou. Et comme toujours, je le first try. Et en arrivant vers le relais, je me rends compte de la chose qui plus tard va nous porter préjudice. Mais pour l'instant, je vous laisse dans l'ignorance. Bref, j'ai ma première lune de sang qui veut dire que tous les mobs ont respawn. Bref, classique. En sortant du relais par une forêt, j'aperçois une tour Sheka. On décide donc avec le chat de nous y rendre. En arrivant, il n'y a pas d'obstacle particulier, juste un marécage dans lequel il ne faut pas tomber sous risque de succomber. Mais le vrai problème, c'est que je n'ai pas l'endurance nécessaire pour y accéder. Heureusement, je trouve un petit point de hauteur suffisant pour démarrer un wind bomb. J'arrive donc à accéder à la tour Sylvestre et malheureusement de là-haut, je vois une énorme forêt ensevelie par le brouillard. C'est la forêt Korogu, où se trouve la Master Sword. Et après 30 minutes où le chat Mamadou, et je parle pas de Mamadou, oh non pas lui, en me disant t'as la capacité, hein, tu vas pas fuir comme une merde, en plus il te faut du stuff, hein, si tu vas pas t'es gay. Bah j'ai cédé à la tentation. Et c'est pas pour vous spoil, mais c'est certainement dans mes 18 ans d'expérience sur cette planète la pire décision que j'ai prise. Moi j'abuse, bah nique ta. Et nous voilà jour 8. En arrivant dans la forêt, ma première stratégie a été de tuer chaque mob un par un. Mais j'ai vite compris que c'était pas trop possible. Et après 15 tentatives à affronter les mêmes mobs pendant une demi-heure, je me suis posé la question, mais rassurez-moi, les mobs, ils sont juste à l'entrée de la forêt, hein, pas vrai? Bien, en s'aventurant dans la forêt, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de mobs que d'arbres. Comme c'est rigolo, hein? Ça assure absolument tout l'étendue de la forêt. Et bien sûr, j'ai pas besoin de préciser que chaque mob me one-shot. Et chaque mob possède la résistance d'un putain de Linel. Non mais bravo, bravo, quelle bonne idée! Et pour ceux qui connaissent le jeu, j'ai pas besoin de préciser que en même temps de se faire agresser par 45 mobs,
mobs, eh bien tu dois suivre des torches de mec. Et si tu suis pas les petites torches, bah le brouillard t'emporte et tu recommences depuis le début. Mais comme si c'était pas assez, le brouillard ils l'ont intensifié. Donc si tu restes 2 secondes dedans, tu recommences quand même tout. Mais vraiment, quel plaisir! Mais bon, je pense que vous commencez à me connaître et je me suis évidemment pas arrêté à là. Et l'objectif va être de réussir par miracle du Seigneur à esquiver tous les mobs jusqu'à arriver au village Korogu. Ce qui est techniquement une très bonne idée car je ne peux pas tuer tous les mobs, ça n'existe pas. Donc après une trentaine de tentatives, j'arrive enfin vers ce qui est censé être la fin de la forêt. Je me suis fait courser par 5 les alphos, 3 bocoblins, 2 gardiens, un linel doré et un poulpe noir qui lance des explosifs. Et par miracle, j'arrive à me cacher derrière un arbre. Oui, ça sonne faux, mais... Oui, ça sonne faux comme ça, mais je te jure, c'est la pure vérité, ta grand-mère. J'ai donc pris ce temps pour regarder où était la sortie et comment sortir. Et là, j'ai pris une sueur froide dans le crâne. Le passage était totalement bloqué par des miasmes. D'ailleurs, dans le mode, il en met 5 fois plus. Haha. Je vous épargner tous les détails et après m'être renseigné, dans le mode, ils ont rendu l'accès à la Master Sword inhumainement difficile. À l'endroit où est censé se trouver la sortie, ils ont rajouté un mur infranchissable. J'ai essayé même en wind bomb, ça ne marche pas. Et le seul moyen de détruire ce mur de miasmes est de, comme les autres, détruire les yeux. Et ici, il y en a 3 et ils sont fermés. Afin de les ouvrir et pouvoir rejoindre le village Korogu, écoutez bien, il faut tuer le gardien, tuer le linel et tuer l'octoroc noir qui lance des explosifs toutes les 2 secondes. Et tout ça en se faisant poursuivre par des dizaines de mobs qui te one-shot en te crachant dessus. Évidemment, mon premier réflexe a été d'aller voir si même un mec a réussi à sortir de ce bourbier monumental. Et effectivement, oui. Le problème, c'est que ce mec utilise des glitches pour se propulser en l'air quand il veut et simplement tirer avec 40 arcs absolument surcheatés qu'il a certainement dupliqué en tuant chaque mob un par un. Sauf que pour recontextualiser, moi avec un arc, si je me fais pas tuer avant, je tue 2 bocoblins. Mon arc il se casse et il m'en reste 2. Donc je vais pas vous mentir, à ce moment-là j'avais extrêmement beaucoup le mort. Alors au final je décide de repartir à la recherche de cette fameuse fontaine des fées dans le désert Gerudo. Jour 9. Et si je n'avais pas trouvé, c'est tout simplement car pour la trouver, on ne peut pas se repérer sur la map car il y a un brouillard qui brouille le signal de la tablette Cheka. Il faut donc y aller à l'aveugle. Mais heureusement, après être mort 2 fois et m'être battu contre 35 les alphos de merde, je trouve enfin l'énorme squelette de Nico Cado Avocado Prat. J'y trouve effectivement une fontaine des fées avec énormément de fées ainsi qu'un sanctuaire. Les épreuves sont plutôt simples et reprennent littéralement mes cours de SNT en 6ème. Maintenant que j'ai plus rien à faire ici, je me TP chez les Auras afin de me rendre au sud d'Akala. Mon objectif est de trouver une autre fontaine des fées, des sanctuaires et me rendre à l'emplacement où sera construit le village 2-0. Je trouve alors le sanctuaire de Daishino qui est une épreuve de force basique. Après ça change rien qui nous touchote quand même ce Truluberle. Bref, je récupère le coffre où je trouve un cœur antique géant et je prends mon emblème du triomphe. Et en descendant de la falaise, je trouve effectivement une forêt avec ce qui ressemble à une fontaine des fées. Je m'y rends mais malheureusement il n'y a aucune fée qui veut spawn. Et spoiler alert, ça va être comme ça jusqu'à la fin du défi. Je sais pas pourquoi elles veulent pas spawn. C'est quoi le problème? Je puge. Je récupère quelques carottes et je me rends au futur village 2-0. J'échange mes emblèmes du triomphe contre un cœur supplémentaire à la statue du village. Et après mûre réflexion, mon cerveau me dit enfin que ce serait peut-être une bonne idée de continuer la quête principale et d'aller au village des limites. Non, tu penses pas que c'est une bonne idée quand même? Sur le chemin, je trouve le sanctuaire de Tsutosa, qui est le sanctuaire le plus rapide que j'ai jamais fait. Limite plus rapide que des sanctuaires où il n'y a pas d'épreuve. C'est fou ça quand même. Je prends mon emblème et j'arrive au village de... Ah bah non, je me suis trompé comme une merde. Et nous voici arrivés au laboratoire d'Akala. C'est bon, arrêtez de m'insulter, j'ai pas fait exprès. Sur le chemin pour le village, je trouve une tour Sheka entourée de ronces. Et avec mon gros cerveau, je me rends compte qu'on peut les brûler. Et oui, je faisais des wind bombs alors que j'avais juste à lancer une flèche de feu. Arrête de m'insulter d'Otis. Et nous voilà arrivés en haut de la tour des limites. Au moins, là c'est sûr, je suis dans la bonne direction. On débloque donc la partie est de la map. Et en voyant le village en haut de la tour, je décide de faire un magnifique wind bomb afin d'y arriver plus vite. Et nous voilà enfin dans le village des limites. Et je m'empresse d'aller faire le sanctuaire. Je prends mon emblème de triomphe et je cours aller voir le premier marchand que je vois afin de lui vendre tous les objets de valeur que j'ai. Et nous voilà à 3900 rubis. Et ouais, moi j'ai pas besoin d'OnlyFans pour faire de la thune. Et avec tout cet argent, j'achète toute la boutique de vêtements. Car je le rappelle, je dois récupérer toutes les tenues du jeu. Nous avons désormais l'armure du soldat. Sur ce, je décide donc de me rendre au laboratoire antique des limites que Prura évolue ma tablette Cheka. Et pour ça, elle me demande d'amener une flamme bleue, carburant de sa machine et bien évidemment
Et là vous allez m'écouter Nintendo. Pourquoi bizarrement toutes les fois où je le fais, subitement il pleut? Bah comme c'est dommage. Maintenant activé, le laboratoire me donne un point de téléportation. Et Prura me demande de poser la tablette Chica sur le terminal. On débloque donc l'appareil photo. Et elle nous demande donc de prendre une photo d'elle afin de lui montrer. Photo que je vais garder toute ma vie, que je vais imprimer, que je vais... Et nous voilà, jour 10. En sortant du laboratoire, je remarque un sanctuaire en plein milieu de la mer. Je me donne donc l'objectif d'y aller. Malheureusement, j'ai vite compris que j'avais pas assez d'endurance. Mais vu que j'ai la tête dure, après 10 essais, j'arrive pile poil à y aller sans me noyer dans les profondeurs marines. Je découvre alors le sanctuaire de Shazuketa, où se trouve une épreuve extrême de la force. Mais pour être honnête, la seule chose qui était extrême dans le sanctuaire, c'était mon charisme hors du commun. Alors après avoir battu le gardien, je trouve un coffre en guise de récompense où je vais trouver les gants d'escalade. Après ça, je retourne au village des limites et je rencontre Frobacieux qui est en train de démolir une maison. Je lui demande alors si je peux l'acheter. Je me rends donc voir son supérieur, Séracieux, qui me fait une offre en or. 30 fagots de bois et 3000 rubis au lieu de 50 000 rubis. Je me rends donc dans une forêt locale afin de l'exterminer de la map. En ayant en ma possession 30 fagots de bois, je retourne alors parler à Séracieux pour acheter cette magnifique demeure. Et j'ai désormais la maison. On peut bien évidemment l'améliorer, ce que je vais faire plus tard, mais ça fait déjà un défi à cocher. Je retourne alors au village Cocorico pour faire le point ainsi que pour voir si les fées ont respawn. Quand par chance, je vois une lueur jaune dans le ciel. C'est un fragment d'étoile, l'objet le plus cher du jeu. Je décide alors de faire le plus vite possible car à un moment, elle peut disparaître. Et sur le chemin, je remarque un sanctuaire et une tour Sheka, 3 pour le prix d'un. Je trouve aussi un coffre sur une plateforme volante. Je décide alors de l'ouvrir et là, je trouve le bouclier Ilia. Bah ok. Pour être honnête, à ce moment-là, je me suis arraché le crâne en deux. Car normalement, il se trouve dans le château de Ganon. Bon, je sais pas si c'est à cause du mode ou du DLC, mais je suis refait. Après, je précise, il reste quand même très rare. Sur 100 heures de jeu, je l'ai trouvé 2 fois, donc tranquille. Je prends alors le fragment d'étoile et me rends à la tour de l'Anel. Ou comme d'habitude, je me fais agresser par des Lézalfos qui ont l'aim à Tixi Prime. Je débloque alors toutes les régions de l'Anel. Et c'est le jour 11. Après m'être rendu à la fontaine des fées pour récupérer mes fées quotidiennes qui me permettent de me déplacer dans ce monde de malade mental, je décide de retenter la Master Sword pour voir s'il y a un autre moyen de contourner cette paralysie du sommeil. Et après 1 heure de tryhard, eh bien je vous confirme que non. Et on passe alors au jour 12. Je décide alors de me rendre au village Cocorico afin de commencer et de continuer la quête principale. Je suis donc allé chercher le souvenir de Link et je me rends donc à l'Anel. Et sur le chemin, je tombe sur le sanctuaire de Yakamata qui est complètement cassé en deux. Bon, après cette expérience traumatisante, je me rends à l'accès S de la voie de l'Anel où je trouve mon premier souvenir. Link se trouve avec Zelda et les 4 prodiges en train de discuter de l'avenir d'Hyrule. Et que ces temps-ci, il se passe vraiment des trucs pas très normaux. Et là, vu que le hasard est bien fait, gros tremblement de terre, c'est la fin du monde. OMG Ganon revient, comment on va faire? Maintenant, le premier souvenir découvert, on retourne au village Cocorico. Impa nous offre alors la tunique des prodiges, que je décide directement d'améliorer chez la grande fée Kotura. Après un appel avec mon ami Astrax, énorme puant de Breath of the Wild, il m'explique alors que mes plats puent grandement la mer et m'explique alors comment faire un plat qui régénère toute la vie, voire plus. Pour ce faire, il faut simplement allier un aliment max, n'importe lequel, avec de la viande. Après avoir écouté ses conseils avisés et être devenu Philippe et je te baise, je prends la décision de continuer à découvrir les plaines d'Hyrule. Sur le chemin, je trouve un relais, ce qui veut dire sanctuaire. Je le termine avec difficulté car je décide d'y ouvrir tous les coffres. Je récupère mon emblème du triomphe et je continue mon périple. Ensuite, je passe la fin du jour 12 à récupérer des minerais, des arcs et des aliments max. Je trouve aussi le sanctuaire de Wagokata qui me donne un nouvel emblème du triomphe. Sur le chemin, je trouve des ruines avec un coffre où je récupère un durian max, un espadon royal et un cœur antique géant. Je me rends alors au village Cocorico pour enfin échanger mon emblème contre de l'endurance. Et je sais pas ce qui s'est passé, mes neurones se sont enfin connectés et j'ai donc décidé d'échanger une bonne partie de mes cœurs contre de l'endurance. Et pour ce faire, je me suis rendu à la statue jumelée du village des limites qui permet d'échanger un cœur contre de l'endurance ou de l'endurance contre un cœur à n'importe quel moment contre 20 rubis. Je me retrouve alors avec 10 cœurs et une barre d'endurance à moitié remplie. Et après les nombreux traumatismes que j'ai subis, j'ai compris que les flèches archéoniques est la chose la plus importante de tout le jeu. Alors j'ai décidé de me rendre au laboratoire d'Akala. Jour 13. En allant parler à Pharas, le scientifique du laboratoire, je me rends compte qu'il veut que je me mette à poil. Et je vais pas vous mentir, pour des flèches archéoniques, moi je ferai tout. Ayant maintenant accès à sa machine qui permet d'avoir de l'équipement archéonique, je comprends que le mode a doublé les prix par 3. Quelle merveilleuse idée! Alors il me fallait impérativement des rubis, car une flèche archéonique c'est 2000 rubis. 2000! Heureusement, je trouve une stratégie. Les mobs sont tellement difficiles à tuer que c'est littéralement stupide de les tuer. Mais pourtant, si j'aurais pris le temps de le faire, j'aurais compris qu'ils donnent
énormément de minerais. Bien évidemment, tout dépend de la difficulté du mob. Un moblin blanc donnera moins qu'un jaune, qui donnera moins qu'un rouge, qui donnera moins que celui qu'on va appeler Mike Tyson. Et pourquoi ça? Tout simplement car il ne prend pas de dégâts élémentaires, donc il ne peut pas être électrocuté, ni enflammé, ni glacé. Il ne prend pas de recul, donc si on lui tire dessus, il continue à courir sur nous. Et les tirs dans la tête ne le stun pas, il compte comme un tir dans le corps. Et bien évidemment, il est plus résistant que Ganon. Et par exemple, lui, quand on le tue, il donne plusieurs diamants et 2 fragments d'étoiles. Voilà comment fonctionne l'économie du mode. Après avoir compris ça, je passe tout le reste du jour 13 à tuer des moblins et récupérer la flamme bleue afin d'alimenter la machine de Pharas. Et je me rends ensuite à un relais avec énormément de moblins blancs pour continuer à farmer. Je récupère en tout 6800 rubis. Jour 14. Pour bien commencer la journée, je tombe sur une dinguerie. Un Lucky Block. Bon, là je sais, vous allez m'insulter en commentaire, mais qu'est-ce que t'as installé encore? Tu crois on est sur Minecraft 2013, grosse Ah, doucement, moi j'y suis pour rien, j'étais même pas au courant. Et de toute façon, ça fait pas mal un peu de douceur dans ce monde. Je décide alors de le casser et j'y trouve du champignon, de la viande ainsi qu'une fleur. Bon, le mode, vous savez quoi? Allez vous faire dilater la... Après un deuxième farm des moblins rouges à côté du laboratoire d'Akala, je décide de me rendre au village Cocorico pour vendre tous mes minerais. Ce qui m'amène au total de 13 648 rubis. Ce qui est suffisant pour acheter 10 flèches archéoniques au lieu de 30. Maintenant que je suis en plus de 10, je décide d'acheter la tenue furtive qui permet d'être littéralement plus discret. Mais surtout car je dois tous les avoir. Je retourne alors au laboratoire d'Akala et je me rends compte de ma priorité avant d'acheter des flèches archéoniques. Il me faut impérativement l'armure archéonique qui me permettra peut-être de pas me faire one shot par des gardiens. Spoiler du las du futur, avec tous les cœurs du jeu et l'armure, je me fais quand même one shot. Mais malheureusement, il me manque cruellement de rouages antiques qu'on récupère en tuant des gardiens. Alors je décide de continuer ma vie tout en tuant tous les gardiens que je vois. Je continue alors mon périple dans les régions que je n'ai pas débloquées sur la carte et je tombe sur le sanctuaire de Yakamata. Et en un seul wind bomb, je skip tout le sanctuaire. En plus, je vais pas vous mentir, il avait l'air chiant. Continuant vers l'est des plaines d'Hyrule, je tombe sur une tour Sheka entourée de 5 gardiens qui te mitraillent pour t'empêcher de grimper à cette dernière. Alors, je prends des pauses entre les montées et je débloque alors la tour de la plaine qui me débloque la région la plus importante selon moi, c'est-à-dire le milieu de la map. Et à ce moment-là, je prends la décision de terminer l'objectif de la map. Je dis alors à mon chat qu'on va faire toutes les tours du jeu pour débloquer toute la map avant la fin du stream. Je décide alors de partir plus à l'ouest de la map où se trouvent les marécages, où je découvre la tour des collines entourée par un lac avec une dizaine de lézalfos qui t'électrocutent dans l'eau. Bien évidemment, j'ai pris la voie de la sagesse, c'est-à-dire le wind bomb. On débloque alors la région des marais de Tabanta. Après ça, je me TP au laboratoire d'Akala car j'ai un souvenir traumatisant d'une grande montagne avec une tour Sheka beaucoup trop bien protégée. Et malheureusement, j'aurais voulu avoir tort. Mais il y avait bien le camp militaire de l'URSS devant mes yeux. Bien évidemment, vu que la montagne fait 3 km de hauteur, logiquement, il commence à pleuvoir. Bah oui, sinon c'est pas drôle, con. Je vous épargne les 50 tentatives de wind bomb, les moments où je faisais des danses sous la pluie IRL pour que la pluie parte, et les 15 fois où je suis mort d'un gardien qui était à 15 km de moi. On débloque alors toute la région d'Akala. Je vois une tour scintillante qui demande qu'à être découverte, qui se trouve dans la région des Gorons. Alors je fais le plus vite possible afin de ne pas mourir brûlé de la chaleur de cette région. J'arrive alors à la tour d'Origin qui me débloque toute la partie nord manquante de la map. Vu que je ne vois pas d'autres tours dans les alentours, je décide de directement utiliser ma carte et me rendre à celle des Gerudo. Je me retrouve alors à la tour des Landes, entourée de marécages visqueux noirs et mortels. Haha, je pense c'est du caca. Je débloque alors tout le désert Gerudo. Jour 16, je me TP alors à la tour du Mont Gemini et je wind bomb jusqu'à la région. Et je fais alors la découverte de Firon, ma région préférée. J'aperçois de loin la tour, alors je trouve un point de hauteur et wind bomb jusqu'à y arriver. Je découvre alors la tour de Firon où je débloque tout le sud-est de la map. La prochaine région est juste à l'ouest, donc je peux déjà l'apercevoir d'ici. En arrivant, je me fais attaquer par plusieurs bokoblins jaunes, mais je les esquive avec charisme et je découvre alors la tour du lac. Je débloque alors la dernière région sud de la map. Il me manque plus que 3 régions, tout ce nord-ouest de la map. Je me téléporte alors à la tour des collines, d'où je vois la tour Sheikah de la région plus au nord. Je m'arrête au relais de Tabanta pour acheter des flèches atterries. Je continue en paravoile jusqu'à reconnaître la région des Piaf. Je découvre alors la tour de Tabanta, entourée de miasmes qui peuvent me tuer en 4 secondes. Heureusement, je trouve un point de hauteur pour esquiver tous les problèmes. Non, je vous jure les gars, les wind bombs, c'est trop la vie. Je devrais essayer de wind bomb pour éviter les impôts. Je débloque alors la région des Piaf. Plus au nord, je vois une magnifique tour qui attire mon regard, se trouvant dans les montagnes enneigées. Je décide alors de m'y rendre parce que c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, espèce d'handicap. Je découvre alors la tour des bras, entourée de glace qu'on doit faire fondre. Mais moi, j'avais la flemme, du coup je grimpe dessus comme un
d'animal. Je débloque alors la région des bras et il ne me manque plus qu'une seule région. Et tout ça en seulement 2 heures. C'est vraiment la classe. Ah, c'est faux, c'est vraiment très nul. Sur le chemin pour cette dernière, je trouve une magnifique épreuve pour un Korogu. Malheureusement, mon cerveau n'est pas assez développé pour résoudre cette épreuve de CP. Après 30 minutes de recherche intensive, car la tour se trouve dans un de trou de 30 km de profondeur, je la trouve enfin. Je découvre alors la tour Gerudo qui me débloque la dernière région du jeu. Et la carte est complète, bravo! Après ce nouvel objectif atteint, je décide de commencer à chercher l'armure spec. Pas pour compléter l'objectif des tenues, car celle-là vient du DLC, alors elle ne compte pas. Mais tout simplement car elle donne un bonus d'attaque. J'ai bien compris que dans tous les cas, je vais me faire one shot, alors autant mettre le maximum de dégâts. Je me rends alors aux ruines de l'hôtel afin de récupérer le premier coffre. Le problème, c'est qu'il se trouve en plein milieu de la plaine d'Hyrule. Et bon, je pense que vous n'avez pas besoin que je vous explique en quoi c'est problématique. Après m'être fait exterminer 10 fois par les gardiens de la plaine, j'arrive enfin dans les ruines. Et après avoir perdu ma dignité en combat, je récupère enfin le plastron de l'armure spectre. Je me rends alors au deuxième emplacement, aux ruines de l'amphithéâtre où je trouve le casque spectre. Et pour finir, je me rends dans les ruines du camp militaire et je récupère les jambières spectres. Jour 17. Je prends alors le plastron et je n'ai toujours pas assez de rouage antique pour acheter le reste. En sortant du laboratoire, je vois au loin un énorme labyrinthe et je me rends compte qu'il y en a plusieurs sur la map. De ce que j'ai compris, il y a 3 labyrinthes pour 3 pièces d'armure, ce qui ma foi est un petit peu logique. Je décide alors évidemment de tous les récupérer. Je me rends alors à l'île d'Edal, qui est le labyrinthe d'Akala, que je termine très simplement. Heureusement que les vidéos YouTube, mon instinct est là. Je découvre alors le sanctuaire de Tukaro, où je débloque le casque barbare. En m'aidant de la map, je trouve le second labyrinthe, qui se trouve chez nos amis Gerudo. Je me TP alors à la tour des Landes Sauvages et fais le chemin restant en paravoile. Encore une fois, je m'aide de mon instinct extraordinaire afin de trouver le sanctuaire. Ah là là, qu'est-ce que je ferais sans toi? Je découvre alors le sanctuaire de Dirama, où je débloque le gilet barbare. Et pour boucler la boucle, je me rends dans la région des bras, loin des montagnes enneigées. Et sur le chemin, je tombe sur le relais des prairies gelées. Je me rends alors à son sanctuaire. Je le skip avec un wind bomb et je récupère mon emblème du triomphe. Et c'est le jour 18. Enfin arrivé dans le labyrinthe, je découvre alors l'ancien château d'Edal Nord. Je trouve rapidement le sanctuaire et je récupère la culotte barbare. Franchement, on peut s'applaudir les enfants. Oui, les enfants! Étant déjà dans les montagnes enneigées des bras, je découvre que la suite de la tenue d'escalade se trouve pas loin. Je décide alors d'aller lui rendre visite. J'arrive devant une entrée de grotte fissurée que j'explose avec mes magnifiques bombes bien rondes et bien grosses. C'est qui a écrit ce script d'obsédé section? En vérité, les rochers cachaient le sanctuaire de Tanoa, où je trouve évidemment les souliers d'escalade. En quête de plus de tenues, je décide d'aller au village Piaf afin de prendre la tenue contre le froid. Mais sur le chemin, je tombe sur le sanctuaire de Tinakyosa, qui est une épreuve extrême de force, et le sanctuaire de Shaoyo, où je récupère une nouvelle emblème de triomphe. J'arrive alors au village et m'empresse de me rendre au sanctuaire local. Je découvre alors le sanctuaire de Hakovata, que je réussis à skipper en 10 secondes. Je vais donc voir le marchand et lui achète la tunique duvetteuse Piaf. En sortant de chez le marchand, je vois plusieurs sanctuaires dans les montagnes, que je peux maintenant accéder grâce à la tenue Piaf. Je découvre alors le sanctuaire enneigé de Shatawa. Et pour résumer, on doit simplement se laisser emporter par les courants de l'air pour atteindre la fin du sanctuaire. Je récupère alors un autre emblème du triomphe. Je me rends alors au village Kokoriko afin d'échanger mes emblèmes, vendre mes minerais, faire des plats et récupérer un stock de fées. Jour 19. En allant chez la grande fée Kotura, je décide d'améliorer mon armure barbare. Et après avoir réfléchi avec le chat, je décide de commencer un tout nouvel objectif qui m'amènera plus tard à faire une bête divine. Je me rends alors dans la région d'Akala, au village de Zéro. Maintenant que la maison au village des limites a été construite, Gros Aïeux a décidé de créer son propre village. On va alors devoir l'aider en lui apportant des gens ainsi que des ressources. Mais pour ce faire, il va falloir commencer à avancer dans la quête principale. Car au cas où tu avais oublié, moi je me suis fait déféquer dessus la première fois que j'ai fait une bête divine. Donc je suis littéralement traumatisé, d'accord? Mais bon, maintenant c'est plus du tout la même chose car on n'a pas le même stuff et on n'a pas les mêmes coups. En continuant ma route de clochard vagabond, je tombe sur le sanctuaire de Moa Kishito, où après avoir sauté 3 fois dans la lave pour le fun, je récupère enfin un autre emblème du triomphe. Je trouve aussi le relais du pied de la montagne, où j'achète des flèches atterries, ainsi qu'un remède Ignifus à Zalban, qui va me permettre d'éviter de faire un RP barbecue. Je prends alors la route en direction du village Goron, et c'est le jour 20. En avançant, je trouve un coffre totalement perdu au milieu de rien, avec une hache de gardien niveau 70. Bon, je vous épargne les moments où je tombais sur des gardiens qui allaient
tellement vite que même avec le ralenti de l'arc, je ratais des flèches. Je vous épargne le moment où je monte la montagne dans des endroits étroits et qu'il y a un groupe de 6 bocobelins qui veulent mourir. J'arrive enfin dans les mines du sud, endroit où je trouve Chantier, qui nous sera utile pour le village de Zéro. Je continue mon chemin jusqu'à arriver au village Goron. Je m'achète directement toute l'armure de pierre et je vais alors parler à Buldo, le chef du village. Il m'explique alors que Rudania lui casse les couilles et que son petit-fils Yunobo est le pire personnage de tous les Zelda. Vraiment, je le déteste. Il m'énerve, il ne sert à rien en fait. Vraiment, il tient bien son nom, Yunobo le bono. Je vais alors dans la direction que Buldo m'a indiqué et je trouve les sanctuaires du village Shimoitos, où je vais, pour résumer, brûler des plantes, taper des méchants robots et récupérer mon emblème du triomphe. Je continue ma route et je découvre les mines abandonnées du nord. Et c'est le jour 21, bébé. Je comprends alors qu'il y a plusieurs petites îles avec des canons qui permettent de tirer sur les autres îles. En avançant plus loin, je trouve enfin Yunobo le bonobo qui est coincé dans une grotte. Sauf que attention là, ce que t'es censé faire normalement, c'est de tirer au canon sur la grotte. Comme ça, Yunobo sort et tout le monde est content. Sauf que non, le mode a décidé que la manivelle qui permet de tourner le canon n'est plus là. Sauf qu'à cause d'un bug, je n'ai pas été au courant de la manière dont on récupère la manivelle. Ce qui veut dire que je suis resté 1h30 premier degré à trouver une solution qui n'existe pas. Heureusement, après avoir vu sur le internet que la manivelle a été volée par un Lézalfos qui se trouve dans leur base à l'île du centre, je prends alors mon meilleur canon et je spam toute leur descendance jusqu'à qu'il n'y a plus personne qui soit en vie. Je récupère alors la manivelle et je peux enfin sortir cet handicapé social de cette grotte de joueurs League of Legends. Je fais alors la rencontre de Yunobo. J'ouvre les coffres qui se trouvent derrière lui et cours parler à Buldo. Il me parle alors de Daruk, l'ancien prodige Goron, ami de Link il y a 100 ans. Et Link débloque alors un souvenir. Il m'explique aussi que je dois 1v1 box fight Rudania avec Yunobo. Et pour être honnête, j'aurais préféré être tout seul. Je me rends alors dans les hauteurs du village où je trouve un wagon. Après un périple fort agréable, je me retrouve devant le sanctuaire de Dakaka. Ne me regardez pas comme ça, frère, je dis la vérité. L'épreuve consiste alors à sauter. Voilà, c'est tout, vraiment zéro va. Je récupère alors mon emblème chéri et je sors du sanctuaire de Dakaka. Jour 22. J'arrive enfin à l'entrée de la montagne. Je mets alors Yunobo de force dans un canon et il utilise le bouclier Daruk pour faire tomber le pont. Nous voilà alors au seuil de la montagne. Et là, le concept est simple. On va devoir suivre le chemin sans que les radars nous détectent. Et s'ils nous détectent, il y a littéralement un missile Satan 2 qui va s'envoyer sur nous. Le problème, c'est qu'on doit dire à Yunobo quand il doit s'arrêter et quand il doit marcher. Et en plus de ça, le mode rajoute des gardiens qui me pètent les couilles. Heureusement, à l'aide de mes capacités extraordinaires, je réussis à faire marcher Yunobo jusqu'au dernier canon. Yunobo se met dedans et bombarde Rudania. Et nous sommes enfin dans la bête divine. Dès mon arrivée, la voix de Daruk mort nous explique qu'il y a 4 terminaux de contrôle, dont un pour activer la map afin de contrôler les mouvements de Rudania. Et après tous les terminaux de contrôle activés, on pourra enfin battre le boss final. Mais avant ça, je sors du sanctuaire. Et là, vous allez me dire, mais espèce de merde, tu rentres pour sortir, faut brancher les neurones. Mais déjà, je peux m'y téléporter quand je veux. Et ensuite, j'ai enfin eu la merveilleuse idée d'échanger mes cœurs contre de l'endurance. Et oui, je sais, m'applaudissez pas, je sais que je suis intelligent. Je me rends alors au village des limites pour la deuxième fois et je me mets full endurance. Et c'est le jour 23. Je décide aussi d'aller à tous les relais de la map pour acheter des centaines de flèches atterries et croyez-moi, on en a besoin. Je prends aussi le temps de faire quelques petits plats et de vendre des minerais. Et maintenant, je suis prêt. Bon, je vais pas vous mentir que le coup de y a plus de lumière, j'avais complètement zappé. Moi qui pensais que aux mobs qui allaient m'humilier, là j'avais un problème en plus à régler. Bon, mes 10 premières tentatives se sont résumées à ne même pas réussir à entrer dans la créature. Tellement que le gardien, que dis-je, le tank de combat Panzergunwagen modèle 125 me tirait dessus en bout. Heureusement, après plusieurs tentatives, j'arrive à tuer les mobs de la première salle. J'ouvre alors la porte en métal à gauche avec Polaris et je trouve le premier terminal de contrôle. Au début, je n'arrivais pas à trouver le terminal qui permet d'accéder à la carte, qui est essentiel pour continuer le reste. Mais grâce à mes 143 QI, un souvenir me rappelle que je peux lancer une flèche à travers le trou de l'entrée de la salle. Je débloque alors une nouvelle salle. Je suis face à une tourelle ainsi qu'un gardien miniature qui a 20 000 de vie, qui bien évidemment me one-shot en soufflant sur mon orteil. Alors après plusieurs tentatives, j'arrive enfin à débloquer le terminal de contrôle principal et rétablir la lumière. Je peux alors enfin faire bouger Rudania. Donc après avoir fait des saltos arrière pendant 10 minutes, j'arrive enfin à faire tomber la boule dans le récepteur qui me donne l'accès à mon deuxième terminal de contrôle. Il ne m'en reste plus que 2 et je peux les voir sur la map. Jour 24. En m'avançant plus dans une autre salle, je tombe littéralement sur le moblin le plus fort du jeu. Il a tellement d'aura que je n'essaye même pas de l'affronter. Néanmoins, après de multiples saltos
plutôt avant cette fois, je trouve l'avant-dernier terminal de contrôle. Et plus qu'un bébé! Je regarde sur la map et remarque que le dernier se trouve en dehors de la baie divine. J'arrive à me faufiler jusqu'en haut de Roudania et remarque alors un terminal de contrôle qui est en train de taper sa meilleure sieste. Je repositionne alors la baie divine pour que le terminal soit accessible. Et après 2 ou 3 tentatives, j'arrive enfin à bout de tous les terminaux de contrôle. Je me rends alors au terminal principal afin de déclencher le combat contre l'ombre de Ganon, Ignis. Et à ma grande surprise, le boss n'est pas en lui-même modé, ce qui me permet de le two-shot. Voilà ce que je vis tous les jours. Tu crois que c'est facile? Je récupère alors mon réceptacle de cœur. Et en cadeau de victoire, le mode nous fait apparaître un coffre avec cette beauté de la nature. Et franchement, je suis refait. J'ai enfin réussi à faire une bête divine. Oui! Bref, après des retrouvailles nostalgiques avec le giga chat suprême Daruk, on reçoit le bouclier de Daruk qui va nous permettre à 3 reprises de se protéger de n'importe quelle attaque. Et franchement, c'est game changer. Car je peux te dire que quand ta chance de te faire one shot est divisée par 3, bah c'est la fête à la maison. Avant de partir du village Goron, je vais voir une dernière fois Buldo. Pas pour lui dire au revoir, mais bien pour récupérer le brise-montagne. Il est plutôt pas mal. De retour au village Cocorico, je retourne faire le plein de fées et de plats. Et après ça, je vais directement au laboratoire d'Akala. J'ai assez de rouages antiques pour m'acheter une deuxième pièce d'armure. Je débloque alors le casque archéonique. En me baladant un peu partout dans les ruines d'Hyrule, je me rappelle de ce que Gros Aïeux m'a demandé. Je me rends alors dans les mines du sud, près du village Goron, afin de parler à Chantier. Je lui explique alors que quelqu'un pourrait l'embaucher pour construire un village. Mais malheureusement, il refuse. Bah non, il dit oui. T'es bête ou quoi? On fait comment? Je décide de retourner au village de Zéro pour voir si Chantier est bien là-bas, ainsi que pour voir ce que Gros Aïeux va me demander en plus. En allant lui parler, il me demande de récolter 20 fagots de bois. Je vais alors récupérer ce qu'il me manque et lui donne les 20 fagots de bois. Il me dit qu'il souhaite une femme de la cité Gerudo qui sache coudre, qui évidemment a un nom qui se termine par Yu. Mais avant ça, je décide d'enfin compléter mon armure archéonique. Je décide alors de me rendre à la tour de la plaine, entouré par une dizaine de gardiens afin de bien farm comme il faut. Après quelques gardiens tués, je me retrouve aux ruines de l'hôtel où on était venu chercher l'armure spectre. Mais cette fois, je remarque qu'il y a un souvenir, alors je le prends. Et dans le lore du jeu, le moment du flashback représente l'arrivée de Zelda. Et bah non, on s'en tartine le crâne. Alors on continue le génocide des gardiens de toute la map. Et je tombe sur une tourelle que j'extermine afin d'avoir plus de rouages antiques. Mais par je ne sais quel miracle, je récupère un réceptacle d'endurance. Je vais pas vous mentir, je dis pas non. Après ce miracle incompréhensible, je retourne au laboratoire d'Akala et j'achète enfin les jambières archéoniques. GG well played. J'en profite aussi pour acheter des flèches archéoniques. Je me rends ensuite au village des limites pour essayer de trouver Kilton, qui est un marchand qui apparaît que la nuit. Il vend tous les masques du jeu, c'est-à-dire Bokoblin, Moblin, les Alflos et Linel. Mais surtout, il vend la tenue de Dark Link, qui m'est indispensable pour terminer le défi. Mais malheureusement, il n'était pas là, donc après une petite chasse à l'homme, je le trouve au nord d'Akala, dans un fossé en forme de crâne. Il m'explique alors les endroits où il peut apparaître et disparaître devant mes yeux. Je décide alors de me rendre au domaine Zora et je le trouve du premier coup. Je lui vends tous les objets en rapport avec des monstres que je possède et il me donne en échange de sa monnaie, les Strums, qui me permet d'acheter dans sa boutique. Je décide alors d'acheter tout ce qu'il y a dans sa boutique, dont le masque Bokoblin et Moblin. Après ça, je dors pour espérer avoir la suite de ce qu'il y a dans son shop. Mais plus tard, je découvrirai que plus tu bats de bêtes divines, plus il y aura d'objets dans son shop. Il me faut donc battre toutes les bêtes divines pour débloquer Dark Link. Ça tombe bien vu que dans tous les cas je dois le faire. Tant encore dans le domaine Zora, je découvre grâce à mon chat qu'il n'y a pas que le plastron Zora, mais aussi le casque et les jambières. Je décide alors de me rendre dans des ruines immergées sous l'eau où se trouve un coffre avec soi-disant le casque Zora. Je tue alors le gardien de merde qui me tire dessus quand je suis dans l'eau, cette sombre. Et je récupère alors le magnifique casque Zora. Où est mon jus? Où est mon jus? Où est mon jus? Ah, tu es là, avoue-le. Je savais que t'étais là. Depuis le début, je faisais crarier et tout. Let's go! Et nous passons alors au jour 26. Je décide de suivre mon instinct et de me rendre au village Gerudo, tout simplement pour mieux y découvrir les environs. Mais avant d'y aller, je fais escale au bazar à sec, où j'y trouve un souvenir, où nous pouvons apercevoir Zelda en train de fuir. Non, toujours pas, je m'en tabasse le crâne contre le parc. Je décide de refaire mon stock de flèches, et en me baladant plus loin dans la cité, je découvre le fameux club secret. Alors une personne derrière une porte me demande un mot de passe, qui demande un numéro, 2 lettres et une forme. Et grâce à mon intuition hors du commun, je demande
demande au chat la réponse. Bah oui, on n'est pas dans un Disney. Je lui réponds alors CSG Losange. Et elle m'ouvre la porte, ce qui me donne l'accès à 2 nouvelles tenues. Soit la tenue des sablons et la tenue Nox qui est fluorescente. Et nous voilà au jour 27. Mais pour débloquer la tenue Nox, il me faut pas mal de gemmes Nox. Donc après un farm plutôt chiant au domaine Zora, je débloque enfin la combinaison Nox. Qui m'a pris quand même une journée entière. On passe alors au jour 28. Je décide après ça d'aller faire la quête principale, c'est-à-dire aller parler à la princesse du village, Riju, qui m'explique que pour se rendre dans la créature divine, il nous faut le masque du tonnerre que le clan Yiga a volé. Elle m'indique alors leur position. En arrivant dans le fossé de l'entrée, je crois 2 gardiens et une dizaine de Yiga. Et sincèrement, je saurais pas décrire à quel point ils m'ont cassé les couilles. Mais malheureusement, c'est rien par rapport à ce qui va se préparer. Arrivé dans leur base, je brûle un drapeau afin d'y révéler un passage secret. Je découvre alors le repère des Yiga et j'y trouve Brick, une Gerudo qui est pris en otage. Bien évidemment, tout le repère est modé, ce qui veut dire qu'il y a des Yiga qui ont 30 000 HP et des gardiens à des endroits aléatoires. Et après legit 30 tentatives, j'ai tout simplement compris que c'est encore pire que les créatures divines. C'est littéralement impossible de passer. Je vous parle sérieux, je ne sais même pas comment on est censé faire. Et tout ça pour une raison, on est censé s'infiltrer. Le problème c'est qu'il y a lui qu'on va appeler énorme mec qui apparaît pour aucune raison, que je sois discret ou pas. Il me force alors à le combattre et absolument tous les gigas dans les alentours me remarquent. Et du coup les accès aux autres salles sont fermés et je me fais aggro par 35 mobs. C'est trop bien la vie. Mais sincèrement, même si les autres gigas n'étaient pas là, bah ça aurait rien changé, car cette énorme merde est plus fort que Gojo. Il peut me glacer, ce qui m'enlève toute ma vie et me stun sur un rayon de 30 mètres à travers les murs. Donc je vais pas vous mentir, je suis sorti très vite de ce bourbier. On verra ça plus tard. Je m'étais pas alors au village Cocorico et décide de continuer ma quête des souvenirs. Et en regardant sur la tablette Cheka, je vois parfaitement où se trouve cet endroit. Et après quelques recherches pour trouver l'angle parfait dans la photo, je trouve le souvenir des montagnes d'Ordine. En regardant à nouveau, je vois une photo avec un arbre et le château en arrière-plan. Mon chat me dit que c'est à côté du pont d'Ilia, alors je m'y rends. Et je comprends alors où il se trouve. Et sur le chemin, je trouve même un fragment d'étoile, jour 29. Et ensuite, pour aucune raison, je passe le jour 29 au jour 32 à être un pur PNJ. Je fais des allers-retours à des endroits pour aucune raison. Bon, je fais quand même aux fontaines des fées et je me fais quelques petits plats. Disons que j'ai un peu farmé. Mais ça change rien au fait que je me suis touché la noix. Mais si je suis allé kidnapper des fées et préparer une dizaine de plats, c'est pas par hasard. Tout était dans mon plan, hein. Car j'ai pris ma décision, je vais aller tabasser Varuta. Et oui, la même bête divine qui m'a traumatisé au début du jeu. Je me téléporte alors directement à Varuta, car j'y suis déjà rentré dans le passé. Bonne nouvelle, les alphos du début n'ont pas respawn. Il reste néanmoins un seul mob, un petit gardien. Je décide de le tabasser et de passer à la suite. Et je remarque que, heureusement, tous les terminaux de contrôle sont toujours activés. Je me retrouve alors quasiment au même endroit que la dernière fois. Mais si la dernière fois je me suis fait traumatiser, c'est pour une raison. Afin d'accéder au dernier terminal de contrôle, il faut activer la trompe de Varuta, attendre qu'elle tombe sur la roue, que la roue tourne, activer l'électricité d'un récepteur pour que la petite roue tourne à son tour, attendre que le terminal sur la roue soit droit et seulement là, avec un bon timing, glacer la cascade qui fait couler l'eau afin que la roue arrête de tourner. Bon, je sais pas si vous avez très bien compris, mais en gros, c'est des choses qui me demandent de me concentrer sur mes habilités. Mais le problème, c'est qu'il y a 2 les alphos en haut à droite, un en haut à gauche qui me tire dessus et qui me one-shot, 2 autres les alphos devant moi en hauteur qui me lancent des flèches de glace, ce qui me stun et qui donne l'opportunité au Bokoblin violet, aussi résistant qu'un Linel, qui possède une lance archéonique, en plus bien évidemment de 2 les alphos qui produisent des champs électriques qui me one-shot et qui courent plus vite qu'Epona. Et pour finir, plusieurs chauves-souris électriques qui me font drop tout mon stuff, qui me stun en boucle et qui respawn à l'infini. Et pour vous donner un exemple, ça ressemble à ça. Allez. Ok, c'est quand Ok, c'est à ce moment-là où je suis censé le faire. Mais en fait là je suis coincé dans les épaves. Pitié, ça marche. Pitié, arrête. Mais heureusement, avec mon stuff et mes capacités, j'ai trouvé une solution qui demande un timing parfait, de la chance et recommencer plein de fois. Le plan, c'est m'envoler avec la cascade, prier pour que les alphos me tuent pas dans les airs, tirer une flèche électrique sur le récepteur, atterrir sur l'arrière de la roue, activer le bouclier d'Aruk, activer le pilier de glace à l'aveugle, mais avec un timing que j'ai appris par cœur, car du coup, vu qu'on n'est pas sur le sol, quand le terminal s'arrête, je ne vois rien. Prier pour ne plus se faire toucher, descendre sans que 4 chauves-souris et 4 mobs de... Et pour finir, activer le terminal. Et avec un peu de réflexion et de la concentration, après une dizaine d'essais avec cette stratégie,
meurs pas par un unlucky, s'il te plaît. J'ai activé tous les terminaux de contrôle de Varuta. Je me rends alors à la salle du boss, tout content car le boss au final je l'arrache. Mais ça, c'était sans compter 4 tourelles gardiens qui se régénèrent et qui tirent une fois par seconde à quelques mètres de distance de moi. Et là, vous allez me demander, bah comment t'as fait pour réussir du coup? Là, c'est un peu abusé. Les gars, regardez comment c'est satisfaisant, ok? Regardez. Oula, pourquoi ils sont éveillés les autres là? Pas vrai les gars, c'est une boutade, hein. Avouez-le. Comment ça mon rêve? Alors, enfin là pendant l'animation il me tire dessus là, pendant l'animation. Bro me tire dessus pendant la cinématique quand même. Et bah j'ai pas tué le boss. Non, t'as bien entendu mon enfant, le mode est tellement stupidement difficile que les explosions et tirs ont tué le boss à ma place. Et moi j'avais juste à me heal en boucle. Ça n'a aucun putain de sens. Je récupère mon réceptacle de cœur ainsi que les coffres les plus agréables du jeu, c'est-à-dire les cadeaux du mode. Je récupère alors une lance archéonique de glace, mais il reste encore 4 luberlus qui ont tenté de m'atomiser. Je pourrais TP et partir, mais non. Je me place derrière le terminal principal et je les tue un par un. Et je les vois souffrir lentement un par un. Puis j'active le terminal principal et le fantôme de Mipha apparaît. Et je pourrais vous dire toutes les choses émouvantes qu'elle m'a dit. Mais je vais pas vous mentir, la seule chose que j'ai retenue c'est qu'elle possède 2 orteils. Et je récupère enfin la prière de Mipha, qui concrètement est comme une fée mais qui me redonne tous mes cœurs ainsi que des cœurs supplémentaires. Ça, on dit pas non. Ayant battu une bête divine supplémentaire, je retourne voir Kilton qui se trouvait justement au domaine Zora. Et je lui achète alors le masque de Lézalfos et la selle monstrueuse pour mon futur cheval. Avant de partir, je n'oublie pas d'aller voir le roi Zora qui me complimente et j'en ai besoin pour mon ego d'enfant de 8 ans. Je récupère le coffre avec la lance d'écaille radieuse, le jour 33. Et on ne perd pas de temps. Certes, je ne peux pas aller faire les Gerudo, question de santé mentale. Néanmoins, Vamedo, la bête divine des Piaf, je vais la tabasser. Je me rends alors au village Piaf en me téléportant au sanctuaire de Kovata. Je vais donc parler à Kai, le roi du village Piaf, qui m'explique la situation catastrophique du village. Et après lui avoir expliqué que je suis prêt à l'aider, il me demande d'aller voir Dezel, qui me conseille d'aller voir son mari dans la zone d'exercice de vol. Après un chemin fort enneigé, j'arrive dans la zone d'exercice et je rencontre Teba, le guerrier Piaf, qui va m'aider à rentrer dans Vamedo. Après avoir testé mes compétences dans les airs, il me donne des flèches explosives et me demande de monter sur son dos. Nous voilà alors devant Vamedo. Et l'objectif, comme pour les autres bêtes divines, est de détruire les appareils qui protègent Vamedo. Car sans ça, la barrière nous empêche de rentrer. Et après avoir mis à profil mon aim extraordinaire, j'arrive enfin à rentrer dans Vamedo. À l'entrée de la bête divine, il y a 3 ennemis, c'est-à-dire une tourelle qui me tire dessus de loin et 2 Lézalfos dorés. C'est vraiment très chiant car je dois les séparer, mais c'est pas la mort. Mais le problème en affrontant la tourelle, c'est que j'ai compris que je n'avais plus de stuff, c'est-à-dire plus d'arc et plus de flèches archéoniques. Et malheureusement, sans ça, bah c'est pas trop possible. Je décide alors de quitter Vamedo et de faire une énorme session farm, où je vais récupérer des arcs dans les coffres des plateformes volantes, farm les moblins rouges pour avoir des rubis et acheter des flèches archéoniques, et pour terminer, faire le plein de plats et de fées. Et je passe alors le jour 33 au jour 36 à farm comme un dégénéré. Et je trouve aussi le sanctuaire de Rukoma. Mais avant de retourner tabasser Vamedo, j'ai décidé d'avancer sur les autres objectifs, et surtout de découvrir la région de Firon, qui franchement a été la seule bonne idée de toute l'aventure. En avançant dans la région, je me rends compte qu'il pleut tout le temps, mais je me rends aussi compte que c'est là où se trouve le fruit jus de durian nécessaire pour faire les meilleurs plats. Donc Firon est selon moi le meilleur moyen pour récupérer des aliments max. Après avoir vidé la région de tous les fruits qui existaient, j'ai fait la rencontre avec le dragon de la région, Rodrak. Donc évidemment, mon premier réflexe a été de lui tirer dessus. Je récupère alors un écaille de Rodrak. En me rendant à l'endroit où il spawn, j'ai remarqué énormément de coffres dans l'eau. Alors je les ai littéralement tous repêchés. Je sais, je pense y une addiction au pacopony. En m'enfonçant plus dans la forêt de Firon, je trouve un rocher fort suspect. Et OMG, en fait, c'était un lithorock. Quelle surprise surprenante! Du coup, je l'extermine et je récupère une dizaine de gemnox. En traversant un pont que j'ai trouvé par hasard, je tombe sur le relais du lac. Je vais comme à mon habitude voir Terry pour lui acheter des flèches. Et il me donne une flèche archéonique. Comme ça, gratuit! Tiens bon! Après ça, je repasse sur le pont et je continue à farmer les orteils de Rodrak. Et jour 37 au jour 43, j'ai simplement farm Rodrak en boucle pour un total de 6 cornes afin de me faire un peu d'argent. Après ça, j'ai décidé d'aller au village des limites afin de vendre tous mes minerais et mes cornes pour un total de 18 000 rubis. Et pour finir la journée, je suis simplement allé farm du côté du laboratoire d'Akala. Rien de passionnant, à pas se mentir. J'ai aussi passé le jour 44 au jour 45 à farmer tous les emplacements de coffres que je connaissais, car c'est à ce jour le meilleur moyen que j'ai trouvé pour avoir des arcs et des armes. Et en me rendant dans les accès de l'Anel, le grand chemin en ruine où j'ai trouvé mon premier souvenir, j'avais comme objectif d'y trouver des coffres, mais à la place j'ai vu une lueur, celle d'un fragment d'étoile. Étant dicté par le capitaliste, je décide d'aller le chercher. Et voilà comment je
je me suis retrouvé dans la montagne enneigée. Non mais je suis obligé d'expliquer, sinon vous allez dire que je suis bourré. En revenant dans l'accès de l'Anel, je tombe sur un Linel et un inox blanc. Et avec un peu de chance, j'arrive à contourner le Linel et engager le combat avec le inox tag. Il était beaucoup plus résistant que les autres, mais malheureusement il ne valait rien devant moi. J'ai donc récupéré tout le stuff et suis parti m'aventurer dans la montagne enneigée. Sur le chemin, je vois au loin une montagne avec des énormes pics de glace. Ça me paraît suspect et très dangereux. Je vais y aller. Jour 46. En arrivant tout en haut de la montagne, je rencontre Nedrak. Bien évidemment, avant même que je lui passe le CLM, je me suis fait attaquer par 5 les Alphos et 3 gardiens. Qu'après m'être occupé de leur cas, je descends de la colline et aperçois une statue. Je vais donc lui parler. Bah oui, du coup, elle m'explique que je dois libérer Nedrak de l'emprise de Ganon, qui veut dire que je dois détruire tous les yeux qui se trouvent sur son corps. À part les siens, bien évidemment. Ce serait bête qu'ils deviennent handicapés. Qu'après une chasse à l'homme dans les airs fort longue, je libère enfin Nedrak. La statue m'incite alors à lui tirer dessus. Disclaimer, ne tirez pas des flèches sur les gens que vous aimez bien, même pas sur les gens en général en fait. Et maintenant que j'ai en ma possession une écaille de Nedrak, la statue me demande de la poser dans la source d'eau. Et là... c'est chilé ça. Je débloque alors le sanctuaire de Jitasami, où je récupère simplement un coffre et un emblème du triomphe. Maintenant que j'ai compris qu'il y a des sanctuaires cachés pour chaque source de dragon, je me rends directement à Firon. Jour 47. Au début, je pensais que la source était le lac où Rodrak apparaissait, mais après plusieurs tentatives, je me rends que mon autisme joue des tours. Heureusement, les grands hommes du chat me donnent la localisation de la source. Et là, je pète un câble. Mec, je n'ai jamais vu ça de ma vie en fait. T'as jamais vu? Non mec. C'est un fond d'écran le bec. Je ne connaissais absolument pas cet endroit. Je ne l'avais jamais vu de ma vie et je le trouve fort magnifique. Pour alors parler à la statue dans la grotte en forme de mâchoire, car il y a 500 mobs ajoutés par le mode derrière moi. Et je débloque enfin le sanctuaire de Shikoshu, Tara. Je récupère aussi un coffre avec une Hellblade ainsi qu'un nouvel emblème du triomphe. Tout de suite après, je prends le TP pour le village Piaf afin de me rendre à l'endroit où se trouve Ordrak. J'attends alors sur le pont de Tabanta jusqu'à 22h. Et il est là, le dragon de feu Ordrak. Je lui décoche alors une flèche afin de récupérer son écaille et fonce directement à la source correspondante. Et bizarrement, là ce n'était absolument pas à côté. Mais sur le chemin, je trouve le sanctuaire plutôt caché de Dunbata, qui consiste à jouer avec Cinétis pour lancer une boule sur un interrupteur. Je récupère alors un nouvel emblème du triomphe. Après plusieurs recherches, je découvre que la source d'Ordrak est la source de la force et qu'elle se trouve à côté du relais de l'Est d'Akala. J'arrive alors dans un petit fossé où je trouve directement un souvenir. Je drop alors l'écaille dans la source et je débloque le sanctuaire de Tsutsuwa Sinenima. C'est quoi ces noms de merde? Je récupère après avoir battu le gardien qui protège le sanctuaire, un coffre et un emblème du triomphe. En me baladant dans Nekluda, je trouve un tout petit lac avec seulement des perches max. Je décide alors de le ping sur la map. En continuant dans la même direction, je découvre des plaines avec des trous dans le sol. C'est magnifique. Je descends alors dans une crevasse et me retrouve nez à nez avec un inox. Je lui tape les orteils et il ne résiste malheureusement pas à ma puissance. Un peu plus loin dans la colline, je trouve une petite forêt avec un Korogu qui me donne un rubis. Cet enflure. En descendant des hauteurs de la montagne, je vois quelque chose dont je ne connaissais pas l'existence. Contexte, imaginez seulement, vous avez terminé Breath of the Wild il y a plusieurs années. Vous avez quelques centaines d'heures dessus et vous ne connaissiez pas l'existence de ce village. Je vous jure, premier degré, j'étais sous le choc. Les gars, je découvre des trucs de malade. Mais je connaissais cette musique en plus. J'écoutais des playlists de Breath of the Wild et je connaissais cette musique, je ne connaissais pas l'endroit où c'était. Je découvre alors le village de Ekarai. Alors la première chose que je décide de faire est de chercher le sanctuaire du village. Je découvre alors le sanctuaire de Yaomeyo que j'arrive à skip de façon extrêmement stylée. J'ai vraiment un gros zit. Pour terminer la journée, je décide de vendre tous mes minerais au marchand local pour un total de 6000 rubis. En découvrant le village, je résous une énigme avec des pierres et je fais apparaître un Korogu qui me donne un diamant brut. Viens dans mes bras. Et du jour 48 au jour 49, je suis allé parler à pas mal de PNJ sur tous les enfants. Et pour résumer, j'ai fait le tour du village et aussi je suis allé voir la statue afin d'échanger tous mes emblèmes contre des cœurs. Et après avoir fait le tour, je décide de monter dans les hauteurs du village. C'est là où je découvre un petit lac avec que des radimax qui vont être parfaits pour faire tous mes petits plats. En redescendant à l'ouest du village, je fais la rencontre d'un deuxième inox blanc. Je décide de l'exterminer car j'aime que les noirs. En vérité, c'est surtout parce que ses gros ongles ils se vendent vraiment plutôt pas mal chez Kilton. Et Razi lui, il s'intéresse à des trucs bizarres. Maintenant que j'ai fait le tour, je décide de revenir dans les plaines d'où je venais. Et mon instinct ne m'avait pas menti. Je découvre alors le sanctuaire de Muojim, qui est une épreuve de force avec à la clé
trouvé un coffre où j'ai trouvé un arc niveau 50. Donc je dis pas non. Continuant sur ma route, je croise le chemin d'un Stalinox. Et pour être honnête, je pensais qu'il n'en avait qu'un seul, celui qui protégeait le bouclier d'Ilia. Alors je lui mets la fessée et je trace mon chemin. Jour 50. En fouillant mieux les alentours de Necluda, je tombe sur une épreuve. 3 réceptacles et 3 boules. Chaque boule se trouve dans une petite forêt qui est protégée par un inox. Et après avoir récupéré toutes les boules, je les place dans leur socle. Je débloque donc le sanctuaire de Tawajin qui sort littéralement du sol. Et à l'intérieur, pas d'épreuve, juste un coffre où je récupère un espadon royal et l'habituel emblème du triomphe. Et après tout ce long périple, et maintenant que je dois avoir une dizaine d'arcs et 20 plats, je me rends à Vamedo pour terminer ce que j'ai commencé. Et là, c'est pas la même, y a pas de séparer les mobs, je les prends en 2v1 directement, pas de temps à perdre. J'ai détruit évidemment la tourelle et là, on peut commencer à courir. Première chose que je fais, c'est de détruire tous les yeux que je vois. Comme ça, je libère le plus d'accès possible. Et après être mort 35 fois à gauche, je décide de me rendre dans la salle de droite. J'active alors un interrupteur qui ouvre les fenêtres et me rends compte que pour compléter l'énigme, je dois tourner la bête divine. Je me rends donc à la salle d'en face, protégée par 3 gardiens afin d'activer le terminal de la map. Et en retournant dans la salle de droite, en voulant tourner Vamedo, je ne peux pas. Je demande alors à mon chat de confirmer et effectivement, le mode retirait la fonctionnalité. Ce qui veut dire que c'est possible de faire sans et qu'ils veulent simplement nous casser les couilles. À la base, il faut incliner la bête afin de faire tomber un poids sur un interrupteur. À la place, j'utilise Cinetis et je le bombarde. Épreuve réussie, la porte du terminal s'ouvre et j'active le premier terminal sur 5. Et juste devant moi, je vois une cage avec un autre terminal. Mais malheureusement, je n'y ai pas accès. Je décide alors de sauter dans le vide à travers la fenêtre pour pouvoir y accéder depuis l'extérieur. Et j'active alors le deuxième terminal de contrôle. Dans la salle de gauche, si je n'arrive pas à avancer, c'est à cause de lui. Et on va l'appeler Babouche. Et Babouche, sa spécificité, c'est qu'il a un arc. Rien de spécial, tu vas me dire. Il tire vite. Rien de spécial pour le mode. Mais ses flèches sont explosives. Ce qui veut dire que toutes les 2 secondes, s'il vise bien ou mal, je perds toute ma vie. En plus de l'animation de quand Link se réveille. Il prend 5 générations. Ce qui fait que si je me fais toucher une fois, c'est fini. Mais heureusement, j'ai réussi à le tuer. Et comment, vous allez me dire? Eh bien cette fois, pas avec une stratégie extraordinaire. Non. Juste avec la violence. J'avais tellement la haine contre lui que je l'ai spammé sans même faire attention aux gardiens derrière moi qui pouvaient me one-shot à tout moment. Et avec un peu de chance et des bons positionnements, j'arrive à esquiver les attaques du gardien et spammer ce déchet de la société. Maintenant que j'ai tué ce terroriste sur pattes, j'ai enfin pu exterminer le reste de la pièce et me concentrer sur l'épreuve. Alors je tire sur l'œil, j'active l'interrupteur et je plane jusqu'au terminal de contrôle. Et il n'en reste plus que 2. Devant moi se trouve une salle où je suis censé lancer des bombes et faire exploser des obstacles à distance afin que à terme cela ouvre la porte. Malheureusement, pour je ne sais quelle raison, ça ne marche pas. Alors je saute par la fenêtre afin de rejoindre la salle par l'extérieur et au passage je me fais toucher dans les airs. À croire, je joue contre mon gras. Non, dans la salle, je me rue directement sur le terminal de contrôle. Il ne m'en reste plus qu'un. Au passage, je décide de tuer tous les mobs avec une technique très fair play. Et après avoir regardé ma map, je me rends compte que le prochain terminal est littéralement en dessous de moi. Je décide encore une fois de sauter par la fenêtre. Attention à ne pas refaire chez soi. Afin d'atteindre la dernière salle qui, contre toute attente, était vraiment gratuite. J'active alors le dernier terminal de contrôle. Maintenant que j'ai activé tous les terminals de contrôle, je me rends à la salle du boss où se trouve le terminal principal. Je casse alors les tourelles sur les côtés pour qu'elles ne me dérangent pas pendant le fight. Et Seigneur, j'étais si innocent. Moi qui pensais que la bête divine était plus simple pour égaler un peu le joueur que nenni. J'active alors le terminal et je vous laisse admirer par vous-même. Alors peut-être qu'ils ont changé les trucs, etc. Ah, défonce-le les gars, je vais l'arracher. Il y a un Linel. J'ai détruit les tourelles sur le côté, en fait ça servait à rien. Bah ils se remettent en fait, ils reviennent. Ah, je suis à la moitié, mais il y a tout qui m'attaque. Du coup on fait comment? Voilà. On fait quoi? Mais je ne peux rien faire. Je ne sais même pas ce qu'il y a à l'écran. Je me retrouve en face du moblin le plus fort du jeu entier, 2 gardiens aériens qui me tirent dessus depuis le ciel, plus du boss final. Ce qui veut dire que si je reste sur terre, je me fais one shot, et si je vole dans le ciel, je me fais bombarder comme en 14-18. Mais bon, je pense que vous l'avez deviné, mais je suis le GO. J'ai réussi ou pas? Ah mais heureusement que j'ai pas vu ton message avant, bro, ils aigris, je t'aurais ban perm. Connard, je ne sais quel miracle, j'arrive à tuer le boss avant de mourir. Alors quand le terminal s'illumine, je cours dessus comme si j'allais mourir IRL. Du coup, l'animation se lance et on sort directement de ce bourbier monumental. Juste pour vous dire, je n'ai même pas pris le temps de prendre mon réceptacle de cœur. Mais après toutes ces galères, on débloque enfin Rage de Rivali, qui va nous permettre à n'importe quel moment de nous envoler dans le ciel. Qui va être très utile si j'ai aucun moyen d'activer le slow motion de l'arc.
tout simplement pour fuir comme il faut. Bon, bien évidemment, vu que je suis un rat, je me TP à la bête divine. Ils m'ont déposé mon réceptacle de cœur au pied de Vamedo. Et avant de partir du village Piaf, je vais parler à Kai, qui me remercie et d'ailleurs encore heureux, et me donne alors l'arc de l'aigle niveau 72. Je prends aussi le temps de vendre tous les minerais que j'ai récoltés dans la bête divine pour un total de 10 000 rubis. On dépasse alors le cap des 20 000 rubis. GG les frères, on est en RP Elon Musk ou quoi là? Je suis vraiment une merde. Et on passe alors au jour 53. Et bah dis donc, j'en ai passé du temps dans ce donjon de racine. Et je pense les amis qu'il est temps de le faire. L'une des épreuves les plus difficiles de tout le mode, source de traumatisme et de plusieurs migraines. J'ai nommé la Master Sword. Je me rends donc à la tour Sylvestre et aperçois la forêt Korogu. Que dis-je? Le camp de concentration. Et maintenant, je sais très bien que pour passer, il me faut tuer un Linel, un Octorok explosif et la tourelle gardien. Néanmoins, quand je suis allé revérifier, à cause d'un manque de compréhension de ma part, j'ai cru que finalement il fallait en tuer un seul et le bon afin de détruire un œil et passer le mur. Et du coup je tryhard, mais vraiment je donne mon âme dans cette épreuve, sincèrement. Et sincèrement je n'ai jamais eu affaire à quelque chose d'aussi fastidieux sur un jeu vidéo, mais vraiment de toute ma vie. Le réel problème n'est pas que ça demande des mécaniques très compliquées. Le problème c'est que ça demande soit d'utiliser un glitch et d'avoir une quantité aberrante de stuff, car en vrai ce qui est compliqué c'est pas de tuer un Linel doré, même si me one shot en 1v1 je l'extermine. Le problème c'est qu'il y a une armée juste derrière moi en même temps que je dois tuer Linel. Et pour réussir avec le stuff actuel que j'ai, ça voudrait dire que chaque mob important me prenne en 1v1 chacun leur tour, et sans que je me fasse TP au début, et aussi sans qu'il y a aucun mob à côté sur les trentaines qui m'attaquent. Et après une demi-heure où j'arrive même pas à tuer un seul mob, je n'arrive même pas à percevoir une potentielle réussite. Mais cette fois, au lieu de casser mon clavier et cut mon stream, je décide de faire tout pour me mettre dans un état de concentration maximale. Et je tryhard comme un putain de golem. Avec, pour être précis, les 45 fois où je suis mort dans la forêt, je commence à localiser où se trouve chaque mob important. Et celui qui me tue le plus vite, mais qui est aussi le plus facile à tuer, car si j'arrive à avoir un bon timing sur lui, au moment où il sort sa tête et que je suis dans les airs, je peux le tuer sans problème. La seule chose dérangeante, c'est qu'il est entouré de plein de mobs, dont des squelettes. Mais après 6 essais à faire des allers-retours de la tour à la forêt, car je l'ai pas précisé, mais ça me casse les couilles, j'arrive enfin à le tuer et cours de toute mon âme vers le mur afin de détruire l'œil. Mais malheureusement, sur la vidéo que j'ai regardée, le moment où il tue les 3 mobs a été cut. Alors vu que je suis autiste, j'ai pensé qu'il fallait en tuer un seul, ce qui est déjà faramineusement difficile. Mais non, il y a 3 yeux, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut tuer 3 mobs. Putain. Bon, je vais pas vous mentir, à ce moment-là, j'étais dévasté. Et dans ma tête, il y avait vraiment aucun monde où j'y arrivais. Mais pour je ne sais quelle raison, j'ai continué. Et franchement, je vous mentirais si je vous disais qu'au bout de 500 tries, j'ai réussi à sortir de cette forêt de p***. Et en réalité, 3 essais après la déception, il s'est passé ça. Bon, vu que j'avais perdu espoir, j'essayais éperdument de winbomb le mur, alors que je savais totalement que ça allait pas marcher. Mais je sais pas, je le faisais par espoir, j'étais en dépression, d'accord? Et je vais pas vous mentir, avec tous les tries que j'ai fait, je commence à bien connaître la forêt. Donc il y avait un endroit légèrement en hauteur où je me faisais pas TP et où les mobs ne me suivaient pas de ouf. À part un ou deux les alphos qui avaient d'ailleurs beaucoup trop de vie et qui pouvaient me geler, ceux qui étaient vraiment casse-couilles. Mais pendant ce try, il n'était pas là. Et en plus de ça, je ne sais même pas comment c'est possible, mais l'Octorok est venu m'attaquer, alors qu'il est censé se trouver à l'opposé de la forêt. Alors j'arrive à me débarrasser de lui et j'étais toujours dans l'optique de faire un windbomb. Mais pendant que j'essaye, je me fais attaquer par le Linel, ce qui était pour moi à la base une mauvaise nouvelle. Mais après un peu de réflexion, je me suis rendu compte qu'il était absolument tout seul et que si je gagne ce 1v1, il me manquera plus qu'un mob. Et ça, vous imaginez même pas comment je me suis concentré. Après un fight intensif et après avoir frôlé la mort 3 fois durant le combat, j'arrive enfin à le tuer. Et à ce moment-là, je me pissais dessus car j'ai compris que je n'aurais certainement pas une seconde chance comme celle-là. Alors j'avance lentement, je regarde tous les angles comme si je jouais à Valorant. Et je l'ai enfin trouvé, le dernier mob, la tourelle gardien. Je le one-shot avec une flèche archéonique et j'ai donc réussi. La seule chose qui me manquait, c'est détruire les 3 yeux. Et j'en aurais enfin fini avec ce cauchemar. Alors imaginez la frayeur que j'ai eue quand je me suis fait attaquer par un lésalphos bien puissant, bien résistant. Bien, il peut me one-shot en me crachant dessus. Ah là là, j'ai couru. J'arrive enfin devant le mur, mais le lésalphos est toujours derrière moi. Et je vais pas vous mentir, j'ai même pas pris les risques qu'il me touche pendant que je détruis les yeux. Je l'ai spammé de toutes mes forces pour qu'il n'ait même pas le temps de se relever. Et après, j'étais libre. Devant moi, le mur, et j'avais plus qu'à le détruire. Et voici ce qui s'est passé. Maman! Maman! Parce que là, vous pensez que ça n'a pas été difficile. Le problème que vous ne vous rendez pas compte dans votre tête, c'est que j'ai eu de la chance. Allez, ferme ta... J'arrive enfin dans la forêt. Oui, 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 oui. Le
première chose que j'ai fait juste après ça, c'est d'aller débloquer le sanctuaire de la forêt, qui détient maintenant le record du monde du sanctuaire le plus facile à skip. C'est le meilleur sanctuaire du jeu. Ouais, peut-être, je sais pas, on saura pas. Ah mon rêve. Je décide alors de directement prendre mon dû temps mérité, la Sainte Master Sword. Et pour ceux qui l'appellent Excalibur, c'est sûr vous avez voté Jordan Bardet. On est jour 55. Cet homme a la Master Sword. Il est maîtrisé à la perfection. Qu'est-ce que tu fais comme si... Et je récupère enfin la Master Sword. Et à ma grande surprise, elle est niveau 30. Une caméra cachée, j'espère. Bon, bien évidemment, je vous rassure, quand je suis proche d'un gardien ou dans la bête divine, la Master Sword monte à 120 et elle est infinie, donc c'est extraordinaire. Après ça, je décide de faire l'énigme Korogu, qui se trouve tout en haut de l'arbre Mojo. Bon, je sais pas si c'est l'arbre Mojo, mais à partir d'aujourd'hui, ça va être ça, d'accord? Cela consiste à une énigme où le Korogu va me dire une phrase et je vais devoir deviner de quoi il parle et poser l'objet en question devant lui. Après l'énigme accomplie, il me donne un diamant brut. Et avant de partir, je décide de faire les épreuves Korogu pour gratter un ou deux sanctuaires. Je découvre alors le sanctuaire de Mamulano, où je récupère un coffre et un emblème de triomphe. Et je peux enfin sortir de la forêt Korogu. Je décide alors de tester ma Master Sword contre un gardien. Et effectivement, elle tue sa mère. Pour 56. Je décide alors d'aller faire un sanctuaire que j'avais vu il y a longtemps, du nom de Moniatoma. Les épreuves sont longues, mais je récupère mon emblème du triomphe. Et un peu plus loin, à côté du relais de Delas, je trouve un fossé semblable à celui de Teoteka, mais que je n'ai pas visité sur Breath of the Wild. Je découvre alors le temple oublié, l'endroit où il y a le plus de gardiens de tout le jeu. Même s'il y avait facile 25 gardiens, je les bats un par un car je suis beaucoup trop curieux. Et en arrivant à la fin de la grotte, je fais face aux 3 moblins les plus forts du jeu. Bon, évidemment, je les ai même pas calculés, mais par contre derrière eux se trouvait le sanctuaire de Ronakata, où je trouve un emblème du triomphe ainsi qu'une épée niveau 106. Et avant de sortir de ce temple préhistorique, je demande à la statue d'échanger mes emblèmes contre des cœurs. Du jour 57 au jour 60, je n'ai fait que farm, et plus précisément tous les types de flèches. Après ces 3 jours, je décide une fois pour toutes de trouver absolument tous les souvenirs de Link, et nous en sommes actuellement à 6 sur 12. Je m'attarde alors sur le souvenir de l'arbre devant le château, et après 5 minutes de recherche, je trouve enfin le souvenir de la fleur de sérénité. Plus que 5. Je me rends alors au souvenir de la statue cheval, là où se trouve le cheval de Zelda, et grâce au chat, je trouve du premier coup. Jour 61. Il ne m'en reste plus que 4. Je récupère alors celui de la forêt où Link et Zelda fuient les gardiens, et le souvenir de la forêt en direction du village Goron. Je me rends ensuite chez les Piaf pour me rendre aux ruines du sanctuaire de Tinakyosa, où se trouvent les sanctuaires de la réparation du sanctuaire. Jour 62. Il n'en reste alors plus qu'un seul, le souvenir de la chambre de Zelda qui se trouve au château de Ganon. J'ai réussi alors à passer la plaine, mais me fait poursuivre par une armée de détraqués sexuels sur pas. Heureusement, j'arrive au portail du château d'Hyrule, protégé par 3 tourelles et des bokoblins. Après plusieurs essais, j'arrive à tous les exterminer et j'entre enfin dans le château d'Hyrule. Jour 63. Étant maintenant dans l'enceinte du château de Ganondorf, j'essaye de repérer toutes les tours qui pourraient être la chambre de Zelda. Malheureusement, j'ai beau chercher, je trouve tout sauf la chambre de Zelda. Jour 64. Je demande alors à un ami à moi qui, après m'avoir fait comprendre que j'ai très peu de chromosomes, me donne la localisation de la chambre de Zelda. Et je récupère enfin le 12e souvenir du jeu. Maintenant que j'ai trouvé tous les souvenirs, je me mets en tête de trouver un sanctuaire afin de me TP facilement au château d'Hyrule et de pas faire tout le chemin de... Et après pas mal de recherches, je tombe sur la galerie Est. Et du jour 65 au jour 68, je fais le tour du château pour trouver un sanctuaire. Et je découvre alors un wagon qui permet de se balader dans les profondeurs du château. Après ça, je tombe nez à nez avec un lithoroc qui me donne pour 3000 rubis de minerai. Et en avançant, je tombe sur un passage qui mène à la salle principale du château. J'y découvre alors plusieurs pièces secrètes où je récupère une épée arconique de feu niveau 118, 300 rubis, un brise-montagne niveau 100 et un casque archéonique amélioré au niveau 10. En sortant de la salle, je tombe sur ce plateau où on voit un accès vers dehors. Je décide alors de sortir et je découvre un peu plus loin, à la place du Stalinox qui est censé protéger le bouclier d'Ilia, il y a un gardien littéralement invincible. Après ça, par je ne sais quel miracle, en revenant sur le plateau de tout à l'heure, je vois plusieurs torches avec un grand feu de camp. Je décide alors de l'allumer. Et là, un sanctuaire sort de la terre comme mon Chibrax le mage. Je découvre alors le sanctuaire de Sazukoza, où j'y trouve une épreuve de force. Maintenant que j'ai un point de TP, je peux enfin sortir de ce bourbier sans nom. Jour 69. Je décide alors d'entamer une journée entière dédiée aux farms pour les plats. Je me rends alors au village des Caraïbes pour récupérer
récupérer les Radimax, ainsi que dans la forêt du sanctuaire Kayamiwa. Je tue aussi au passage tous les êtres vivants que je croise sur mon chemin, afin de ne jamais manquer de viande. Et termine alors mon farm au village Cocorico, où je fais tous mes plats. Jour 70, je décide enfin de me rendre au désert Gerudo, afin de trouver un moyen de faire les épreuves Yiga, car encore aujourd'hui il m'a laissé des séquelles mentales. Après une belle petite balade entourée de gardiens de 3,10 m et de ninjas de merde qui lancent des flèches, j'arrive enfin pour la deuxième fois dans la base de Yiga. Et après 2-3 tries qui confirment bien que mon cerveau ne trouve pas de solution, je décide alors de tenter un glitch. Et pour ce faire, il faut se rendre à l'endroit où on est censé battre le boss Koga. Et arrivé là-bas, je trouve un Linel, mais pas grave, j'essaye quand même mon glitch. Et malheureusement, après avoir mis mon jeu en 30 FPS ou en 165, ça ne change rien. Le glitch ne marche pas et de toute façon, il n'était pas à ma portée. Mais pendant que je fais tout ça, il y a quelque chose de très bizarre et de très important qui est en train de se passer. Il faut savoir que je suis sur Switch Pro. Ce qui veut dire qu'après l'ajout du mode, il peut avoir quelques bugs. Et le seul que j'ai remarqué depuis le début de l'aventure, c'est le bug des lunes de sang, qui parfois se répète en boucle pour aucune raison. Avant, ça n'a jamais été un problème, au contraire, c'était plutôt sympathique. Néanmoins, à ce moment-là, quand j'ai testé le glitch, je n'arrivais même pas à l'essayer tellement les lunes de sang s'enchaînaient. Ça n'avait aucun sens. Jour 71. Parenthèse finie, à ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. Alors, sur un coup de tête, je décide de retourner dans le repère Yiga, car on m'avait parlé d'un passage secret. Après avoir fait le tour de la salle avec l'énorme truluberlu qui me one-shot sur un rayon de 30 km, j'en ai conclu que le passage secret n'existe pas. Alors, au lieu d'affronter les mobs, j'essaye de passer directement les portes. Arrivé dans la deuxième salle, j'arrive dans un passage où se trouve plein de bananes, et je me fais poursuivre par énormément de mobs. Et en arrivant devant la dernière porte, je vois qu'elle est fermée, ce qui veut dire que je dois tuer tous les mobs des deux salles cumulées. Bref, t'as compris, je suis dans la merde. Mais à ce moment-là, une lune de sang apparaît et tous les mobs se reset. Je ne suis plus aggro par aucun mob et jusqu'à un mob près de la porte finale. Alors je prends pas de risque, je lui drop une banane et je passe enfin à la dernière porte. En arrivant dans la salle finale, le bug des lunes de sang continue. Je prends donc beaucoup de temps à me déplacer, mais je veux pas vous mentir, je suis un peu refait. Je sais pas c'est quoi la proba que je me fasse sauver par un bug, mais c'est tout simplement incroyable. Alors maintenant, il ne me manque plus qu'une seule étape, battre Koga. En arrivant dans la salle du boss, je me rends compte de deux choses. Premièrement, il y a un Linel doré et deux Yiga qui me one-shot à 30 km de distance avec leur attaque de glace de malade mental. Pourtant, est-ce que vous me croyez si je vous dis que c'est le cadet de mes soucis? Car la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que le bug des lunes de sang continue encore et encore. Ce qui au final m'empêche totalement de faire le boss, car dès qu'il y a une lune de sang, tous les mobs de la map réapparaissent. Alors j'ai décidé de tester des choses. Quand je m'éloigne du boss, ça ne fait rien, et quand je m'y approche, une lune de sang s'active automatiquement. Alors j'en ai testé des choses. J'ai changé mes FPS, j'ai enlevé le cache, j'ai redémarré la Switch Pro, j'ai relancé la sauvegarde, je me TP à l'autre bout de la map, puis je reviens. Rien ne fonctionne. Cet endroit est totalement maudit. Mais pourtant, j'ai trouvé une solution. En essayant de dormir assez loin et en m'approchant, j'ai réussi à presque tuer Koga. Malheureusement, je suis mort par le Linel. Je vous dis pas à quel point j'étais démoralisé. Pourtant, je refais d'autres feuillants, je dors à des heures différentes et parfois j'approche de la réussite. Mais dans la finalité, c'est sans succès. En plus de me battre contre un mob stupidement difficile, je me bats aussi contre les glitches du jeu. Et ça, c'est vraiment très démotivant. Et pour de vrai, j'ai pas envie que ma vidéo ressemble à un shonen. Mais je sais pas pour quelle raison, j'ai recommencé. Et je pense que c'était soit du déni, soit de la stupidité. Mais pourtant, il s'est passé ça. C'est trop marrant, genre comme les choses elles sont bien faites. Après tous ces efforts. Les gars, écoutez-moi, je vais faire un discours. N'abandonnez jamais dans la vie. Suivez toujours vos objectifs. Là, il fait Dark Sasuke, mais je l'ai battu. Cette grosse gros. J'ai réussi, je l'ai battu. Je t'ai atomisé, sale b***. Je ne sais pas par quel miracle, mais j'ai réussi et j'ai rarement été aussi fier de moi. Mais s'il y a bien un truc qui m'a aidé, c'est mon chat et toutes les personnes qui m'ont soutenu. Dites-vous, à ce moment-là, j'ai reçu 50 subs, sa grand-mère. Donc les gars, si vous voulez pas rater des masterclass comme ça, venez sur Twitch. J'ai énormément de projets à l'avenir, ça va être extraordinaire. Le lien est dans la description. Et nous, on retourne à nos occupations. On récupère alors le masque du tonnerre que les Yiga avaient volé, totalement nécessaire pour faire la bête divine. On passe alors directement au jour 75. Parce que je le rappelle, c'est
c'est pas ma faute si je prends 3 heures et je dors 35 fois juste pour battre un boss. Maintenant que je suis enfin sorti de ce genjutsu, je décide d'aller directement parler à Riju afin de lui apporter le masque du tonnerre et qu'elle me donne plus d'informations sur Vanaboris. Elle me demande alors de la rejoindre dans une petite maison située dans le désert Gerudo pour les préparatifs. En allant lui parler, elle me demande si je suis prêt et me donne 20 flèches explosives. Jour 76. Et nous voilà partis. L'objectif va tout simplement être de détruire la partie rouge des pattes de Naboris. Néanmoins, il y a un petit remix quoi. Bon, vous voyez la partie bien chiante où t'arrives pas à te diriger et quand elle recule, tu avances et quand tu avances, elle recule, cette truluberlu. Bah, pendant que tu avances, il y aura quelques gardiens qui viendront te dire bonjour. Rien de très méchant. Pendant que j'ai détruit toutes les pattes de Vanaboris, Riju me laisse alors seul face à la bête. Et nous voilà alors dans Vanaboris. Comme d'habitude, le fantôme de Urbosa, l'une des prodiges et amies de Link il y a 100 ans, nous explique comment faire pour libérer Vanaboris. Il faut donc activer les 5 terminaux de contrôle ainsi que celui qui nous donne accès à la carte afin de enfin pouvoir affronter la dernière ombre de Ganon. Alors pour le premier mob que je vois, je l'extermine. J'arrive en quelques coups à le faire tomber dans le vide. On peut alors directement passer à la salle suivante qui est la salle principale où se trouvent les 3 axes circulaires de Vanaboris. Et la première chose que je remarque, c'est qu'il y a 5 mobs qui tirent des flèches de loin et un linel. Je décide alors de prendre le linel en 1v1 et de toute évidence, je le poutre. Et après, je passe aux les alphos de qui bien évidemment envoie des flèches explosives de racistes. Mais avec mon niveau extraordinaire, j'arrive bien évidemment à me débarrasser de tout le monde. Maintenant que la salle principale est vide, je me dirige vers le premier terminal de contrôle qui se trouve tout simplement tout au fond de la salle principale. Et j'ai désormais accès à la carte et au contrôle de Vanaboris. Sans même pivoter quoi que ce soit, je fais un windbomb bien placé et j'arrive tout en haut de la bête divine, ce qui me permet de débloquer le premier réel terminal de contrôle. Je regarde alors sur ma map et je décide donc de m'y rendre. Pour celui-là, je dois rester dans une petite pièce et faire rotationner la partie gauche de la bête divine afin d'amener le terminal dans la salle où je me trouve. Bon, je sais pas si t'as bien compris, mais c'est pas ma faute si t'es con. Il me manque alors plus que 2 terminaux. Pour le prochain, je décide d'aller à l'extrémité de Vanaboris et de tourner la roulette russe de Conan jusqu'à que l'électricité soit rétablie des 2 côtés. Mais pour ce faire, il faut d'abord aligner les 3 parties de la bête divine. Et voilà! Maintenant, je monte en haut, il me reste plus qu'un seul terminal de contrôle. Après avoir détruit tous les yeux que j'ai pu voir depuis le début, j'arrive à débloquer un accès à un nouvel endroit qui se présente en 2 parties, qui eux deux se présentent sous 3 étages. En arrivant dans la salle, je comprends vite que je dois utiliser les batteries afin d'ouvrir les portes et de débloquer accès au dernier terminal. Alors après m'être gratté un peu le crâne, j'arrive enfin à trouver ce foutu terminal de mort. Et pour l'activer, je dois passer à côté de 2 gardiens ainsi qu'un Yiga amélioré de la mort qui tue. Et ça, j'ai pas envie de fou. Et tout ça bien évidemment en amenant les 2 batteries nécessaires à l'ouverture du terminal. Donc après maintes et maintes tentatives, j'arrive enfin à activer le dernier terminal de contrôle. Et franchement, on dirait pas parce que quand j'écris la vidéo, je pense à votre santé mentale. Mais Vanaboris a pris un peu plus de 3 heures à être fini. Ça fait beaucoup quand même. Je peux enfin accéder au terminal principal. Alors je reviens dans la salle principale et avant même de commencer le boss, je trouve 2 coffres avec des objets que je ne saurais même pas nommer car ils n'ont juste pas de nom. Mais pour résumer, c'est une dinguerie. Et me voilà enfin contre l'ombre de foudre de Ganon qui a la particularité d'être l'ombre la plus rapide. Et avec les armes qu'on m'a données, après 2 coups, on passe déjà à la deuxième phase qui est complètement différente. Ça consiste cette fois à renvoyer ses propres éclairs avec des bâtons métalliques et ensuite profiter du fait qu'il demande à l'aide par terre en pleurant pour l'attaquer avec ma Master Sword niveau 120. Vous trouvez ça cruel? Et moi, vous pensez à moi? Je réussis sans surprise à le battre. Je prends donc mon réceptacle de cœur et en sortant de la bête divine, j'ai enfin accès au pouvoir de Urbosa, colère d'Urbosa, qui en gros fait ça. Aïe aïe. Si seulement j'étais muni de cette chose plus tôt. On passe alors sans surprise au jour 80 et il est temps de recevoir les gloires. Je vais directement voir Riju qui m'offre le cimetière des 7 joyaux et le bouclier des 7 joyaux. Et maintenant que j'ai libéré toutes les bêtes divines, je peux enfin aller voir Kilton qui maintenant va me vendre Dark Link, une des dernières tenues qui me manque. J'échange le plus de choses possible avec lui et m'achète le masque Linel ainsi que la tenue de Dark Link. Et c'est bravo! Désormais l'objectif des tenues est bientôt accompli. Alors pour finir, il me manque plus que les jambières Zora ainsi que la tenue isolante complète et aussi obtenir tous les bijoux qui se trouvent dans la cité Gerudo afin de parler à mes bols qui souhaitent une photo du Linel en haut de la montagne. Je monte alors la montagne à l'aide de l'armure Zora et je finis par lui donner sa photo et effectivement je reçois bien la dernière pièce de la tenue Zora, jour 80. Après revérification, il nous manque plus qu'une seule tenue, soit la tenue isolante qui est un peu chiant à compléter, donc on verra ça après. Et en attendant, j'aimerais terminer le village de 0 car de ce que j'avais compris, quand le village est fini, il y a un PNJ qui vend plein de tenues
tenues, dont la tenue isolante. Et on fera donc une pierre deux coups. Je me rends alors au bazar à sec pour aller voir Cornueux, à qui je vais proposer de se marier et de rejoindre le village de zéro. De retour au village, je vais voir Grossailleux pour ce qu'il va me demander de plus. Et comme d'habitude, il alterne entre ramener quelqu'un et des fagots de bois. Donc après avoir farm 30 fagots de bois, je retourne le voir et lui donne. Et il me demande alors quelqu'un fort en logistique et me conseille d'aller voir les Piaf. En allant au village Piaf, je trouve Pervier, qui a donc le nom parfait pour rejoindre le village. Je lui propose alors de venir et il accepte. Je vais donc reparler à Grossailleux, il me demande cette fois 50 fagots de bois. Je suis même pas payé, sale bat. C'est donc ça l'esclavagisme moderne, hein, le salariat. Et maintenant que Pervier est dans le village, je lui achète toutes les flèches de son stand. Et c'est actuellement le meilleur moyen d'en avoir. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle le village de zéro est utile. Bon, après avoir farmé comme un chinois sur World of Warcraft, je lui donne les 50 fagots de bois. Et il me demande alors de chercher un prêtre, quelqu'un de sage, et me conseille d'aller voir chez les Zora. En arrivant dans le domaine Zora, je rencontre Clavier. Haha, le Zora c'est un Wooting 60 HE ou quoi là? Par rapport à son nom, Clavier. En fait, c'était la blague. Jour 82. Et en retournant voir Grossailleux, il me demande de chercher son ancien boss dans le village des limites, le Goat Séracieux. Mais avant d'entamer son immigration vers le village de zéro, je lui achète absolument toutes les options de la maison. Et on possède donc maintenant le 100% de la maison. Je peux maintenant lui proposer de partir et il accepte son gros crâne dégarni. Et en retournant à E0, le village est enfin fini. Il est vraiment magnifique. Bien évidemment, tout ça, c'est grâce à moi. Et on peut donc débuter la cérémonie de mariage. Grossailleux. Très bien. Cornueux, au nom de la déesse Ilia, de la santé comme de la maladie, jurez-vous de soutenir votre époux Grossailleux, mais aussi de combattre royalement dans un esprit sportif. Quoi? Bravo, bravo, c'est bon, c'est fini. On a donc fini le village de zéro, on peut s'applaudir. Bon, je vais arrêter. Maintenant que le village est fini, je vais parler à Nad, le fameux PNJ qui vend toutes les tenues. Et à ma grande surprise, il ne possède pas la tenue isolante. J'ai envie de me foutre en l'air. Jour 83. Je décide de terminer ce que j'ai commencé et donc de commencer le farm des bijoux. Je me rends alors à la cité Gerudo pour parler à Azacha qui vend des bijoux. Mais avant ça, elle me demande un service, c'est-à-dire de lui ramener 10 silex. Je lui donne alors les silex et m'offre le diadème de rubis gratuitement. Il me manque plus que 5 bijoux. Malheureusement, je n'ai pas les minerais suffisants. Donc après une petite session farming, je peux enfin acheter tous les bijoux restants, soit les boucles d'ambre, les boucles d'opale, les boucles de topaz, le diadème saphir et pour finir le diadème diamant. Et on passe directement au jour 85. Et il est temps d'enfin terminer le défi des tenues, car actuellement, je le rappelle, j'ai tous les masques, toutes les tenues et tous les bijoux, sauf une, la tenue isolante. Je me rends alors à Firon au relais du lac et je vais parler à Shimimna qui nous demande de retirer l'épée en haut du relais car elle attire les éclairs. Et vu que je l'ai déjà fait, elle me donne directement le casque isolant. Et en allant chercher la suite de la tenue, je tombe sur le sanctuaire de Tsunakai où je récupère un coffre et mon emblème du triomphe. Et après m'être perdu dans la neige, oui, ça n'a aucun putain de rapport, mais je vous parle sérieux, je ne sais même pas comment je suis arrivé ici. Je découvre alors le sanctuaire de Shagema qui était ma foi bien chiant. Jour 86. Après avoir tué toutes les espèces vivantes que j'ai croisées sur mon passage, je trouve le sanctuaire de Rakua que j'arrive à skip facilement. Et en sortant du sanctuaire, je croise un Cryorock et je ne savais même pas que ça existe. Alors je le foudroie et je continue mon chemin. En retournant dans les plaines d'Hyrule, car je suis totalement imprévisible, je trouve aussi le sanctuaire de Katashuki qui se trouve juste en face du château de Ganon. Et je récupère alors un coffre avec une Hellblade et un nouvel emblème du triomphe. Un peu plus loin dans ce qui ressemble à un énorme fossé, pendant que mes amis sont en train de faire le test de qui est le plus raciste. Et les gars, je suis juste allé boire et lâcher un petit mot. C'est Un bon, quoi? un Quoi? Un C'est bimba. parce que Brooks de Gentleman était noir. Oh mon dieu, il Super compare son raciste. caca à Oh Brooks. les mecs, et je vais lâcher un Brooks. Et je vais lâcher un gros maître Guy. Eh, je suis noir, je peux faire des blagues sur ça. Tu es pas noir, Mais tu n'es pas je suis noir. plus noir que toi. Oh, bah ok, j'avoue, j'utilise le truc pour juste quand ça me... Raciste en fait. Moi, Ouais, je c'est sais ça. que le racisme. Et alors, on n'est pas allé d'être... Je trouve le sanctuaire de Kiwakataz. Bon, je suis d'accord avec toi, ça fait beaucoup de sanctuaires. Mais il ne faut pas oublier que je dois avoir tous les cœurs et surtout plus de 60 sanctuaires afin de terminer le défi. Dès que je vois un sanctuaire, j'y vais sans hésiter. Maintenant que je viens de découvrir la moitié des sanctuaires sur la map, je décide de continuer sur cette lancée. Donc j'essaye de me rendre à des endroits que je n'ai pas visités afin d'en trouver davantage. Et c'est comme ça que je découvre le sanctuaire de Dakazo, qui est aussi une épreuve basique de force. Jour 87. En allant un peu plus loin dans les montagnes, je trouve le sanctuaire de
Ioso. Et en traversant la montagne, j'arrive dans le désert Gerudo où je trouve le sanctuaire de... Oula, c'est quoi ça? Toujours dans l'objectif de faire plus de 60 sanctuaires, j'ai bientôt rempli mon objectif. Alors je décide de me rendre dans la forêt Korogu car je sais exactement où je pourrais trouver des sanctuaires. Je fais alors l'épreuve Korogu et après avoir complété l'énigme où je devais mettre des objets dans des arbres, le sanctuaire apparaît de l'autre côté de la rive. Je découvre alors le sanctuaire de Kunshidaji et je vous annonce que c'était le 60e sanctuaire. Voilà! J'y récupère alors un cœur antique géant et mon habituel emblème du triomphe. Je me rends alors à la statue du village Korogu afin d'échanger tous mes emblèmes contre des cœurs et nous arrivons enfin à la barre des 30 cœurs. Non, là je suis ému. Et en même temps, je découvre aussi qu'on peut aller au-dessus du maximum d'endurance. Car même s'il n'y a pas de barre qui s'affiche, lorsque j'avance, la barre ne se vide pas pendant un moment. Ce qui veut dire que j'ai bien de l'endurance supplémentaire. Jour 88, je me décide enfin d'aller au plateau du tonnerre où se trouve une énigme à résoudre afin de débloquer un sanctuaire. Où se trouve justement l'armure isolante. Néanmoins, je vois une lueur verdâtre dans le ciel. Et là, je pète mon crâne! Et en demandant à mon chat c'est quoi ce truc de fou, il m'explique alors que c'est l'endroit où spawn Alpha, cheval légendaire que tu peux pas garder mais que tu peux chevaucher. Et il a littéralement les meilleurs stats du jeu, tout simplement car il peut courir à l'infini. Et c'est aussi le plus rapide possible. Et ça tombe vraiment bien car il fait partie intégrante de mon objectif. Car je le rappelle, je dois chevaucher Alpha et attraper le cheval de Ganon et de Zelda. Alors je m'empresse d'y aller et en arrivant dans les montagnes, je tombe sur un petit point d'eau où se trouve le cheval légendaire Alpha. Je m'accroupis alors pour pas attirer son attention et je saute sur lui. Et quelques secondes avant que je n'ai plus d'endurance pour le calmer, je réussis de justesse à le chevaucher. Et il est tout simplement incroyable. Et là, 5 points de sprint qui ne sert à rien car il se régénère instantanément. Mais malheureusement, je ne peux pas l'attraper et je vais devoir un moment ou un autre m'en débarrasser. Donc après avoir fait le psychopathe à courir dans toute la map, je lui dis enfin au revoir. Sur ce, je décide directement de retourner au plateau du tonnerre. Et pour résumer, je dois récupérer 4 boules, dont 2 sont à l'extérieur du plateau, afin de les placer dans leur réceptacle. Jour 89. Après avoir placé 3 boules sur 4, je meurs malheureusement comme une merde par le moblin qui est amoureux de moi. Et bien évidemment, après un deuxième essai, j'arrive enfin à réunir les 4 boules sur les réceptacles. Et je découvre alors, sortant du sol, le sanctuaire de Toyasa, qui je décrète comme étant le plus satisfaisant. Après avoir détruit tous les rochers à l'intérieur du sanctuaire, je trouve un passage où se trouve un coffre. Et j'y récupère enfin la combinaison isolante. Je prends ensuite mon emblème du triomphe et je suis parti pour trouver la dernière partie de la tenue. Je me rends alors à Firon, près d'un volcan que je dois exploser. Et pour ce faire, j'attends la pluie afin d'y poser un objet métallique. Et après quelques secondes d'attente, un éclair foudroie le rocher et me permet d'accéder au sanctuaire de Kyukanata, où je trouve en plein milieu un coffre avec le pantalon isolant. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que nous avons désormais toutes les tenues, tous les masques et tous les bijoux du jeu. Bravo! Après ça, je décide de faire un petit tour dans ma maison au village des limites pour y déposer tout mon beau stuff. Puis je me rends au village de Zéro pour y acheter des flèches. Jour 90. Et il me manque plus que 2 choses à faire pour finir tous les objectifs que je me suis fixés. Premièrement, je n'ai plus qu'à trouver et apprivoiser le cheval de Ganondorf et celui de Zelda. Et deuxièmement, aller voir Ganon et le traumatiser. Je me rends alors au bosquet du Gondrin situé au sud-ouest de la plaine d'Hyrule et je le trouve enfin. Et la première chose que je remarque, c'est que le poteau fait 3 fois ma taille. Je m'approche discrètement de lui, mais à cause du groupe de chevaux qui l'entoure, leur réaction l'a fait fuir. Et après plusieurs essais, j'ai arrêté d'être discret et j'ai juste couru sur lui comme le fou du métro. Et après 2 essais supplémentaires où il m'éjecte comme une merde, j'arrive enfin à l'apprivoiser. Mais le plus compliqué est à venir. Mais le problème, c'est que la map fait que le seul moyen de sortir de cette forêt est d'aller sauvegarder son cheval dans un relais et de passer par un seul et unique chemin. Et bien évidemment, le mode a voulu me casser les... Ils ont mis 3 gardiens et un linel accompagnés d'un groupe de bokoblins sur des chevaux. Mais après plusieurs trails et en passant par un endroit un peu en hauteur, à la fin j'arrive à fuir et rejoindre le relais des alpages afin d'enregistrer mon nouveau cheval. Je n'ai pas donné de nom car il ne le mérite pas en fait, il est trop bête. C'est une dinguerie. Jour 91. En chemin pour la plaine d'Hyrule, j'arrive dans le relais de l'orée de la plaine où je rencontre Tabos, un vieil homme qui me parle d'un fameux cheval blanc et me donne quelques indications de où il se trouve. Je me rends alors dans les alentours de la statue de cheval où nous avions récupéré un souvenir et je le trouve du premier coup. J'avance discrètement vers lui et j'arrive à l'apprivoiser. Et c'est là que j'ai compris que le cheval de Ganon, c'est une grosse fraude. Il est stylé et tout, mais il est super lent. Là, le cheval de Zelda possède 5 points de vitesse, il court super vite et en plus il est pas noir. Je retourne alors au relais de tout à l'heure afin de l'enregistrer. Je le nomme alors Blanc car j'avais pas d'inspi, il était 3h du mat. Comment spam. Et maintenant que j'ai libéré toutes les bêtes divines, retrouvé tous les souvenirs de Link, déterré la Master Sword et trouvé le bouclier d'Ilia, débloqué toute la carte, toutes les cœurs et toute l'endurance, avoir terminé plus de 60 sanctuaires, construire un village et une maison, récupérer toutes les tenues, tous les masques et tous les bijoux, faire
toutes les sources des différents dragons et chevaucher les 3 chevaux légendaires, il ne me reste plus qu'à montrer à Ganon à quel point il est cooké. Du jour 92 au jour 94, je me suis rendu au château d'Hyrule. Et pour ce faire, je me suis simplement téléporté au sanctuaire de Sasukosa, qui se trouve dans les grottes souterraines du château. Vous savez, le sanctuaire que j'ai cherché pendant 2 heures à cause de mon QI inférieur à 25. Bah vous voyez qu'il m'a été utile pour un seul TP certes, mais ta gueule. En prenant le premier chemin que je vois, j'arrive à rejoindre la salle principale, qui est malheureusement remplie de plein de lézalfos, qui tirent à l'arc et qui te stun en boucle. Mais avec un peu de chance, j'arrive à sortir de la salle. Et maintenant que je suis dehors, je dois trouver le moyen de monter tout en haut sans grimper, parce que bien évidemment, il pleut, comme c'est dommage. Et après être mort 10 fois sans réussir à aller bien loin, je décide de sortir du château et tenter un enchaînement de windbomb. Heureusement, il a arrêté de pleuvoir et ça m'a facilité la tâche. Je me retrouve alors devant l'entrée du boss avec des tourelles qui me spamment, mais je décide de les ignorer. Et j'entre enfin dans les quartiers principaux. Mais au lieu de trouver Ganon, je trouve ça. Astaghfirullah. Le mob le plus fort du jeu, accompagné de 2 moblins dorés, un bokoblin violet, avec en haut un moblin doré qui tire des flèches archéoniques, et pour finir, 2 gardiens dans le plafond. C'est encore plus dur que battre Ganon. Ça n'a aucun putain de sens. Et encore là, ça va, car en me positionnant de manière à ce que le gardien me tue pas, et que je peux sauter tout en activant le slow motion de l'arc, ça me permet de tuer le moblin en haut, puis les 2 gardiens, et ensuite j'ai juste spammé le reste d'en haut. Mais le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est ça. Oh, les gars, c'est. Et les gars, j'ai passé presque 100 heures sur le mode. Et ce que j'en déduis, c'est que certes, il y a des moments difficiles, mais il y a des moments qui sont aussi stupidement difficiles. Parce que eux, pour les battre, faut pas des bonnes mécaniques. Faut pas apprendre les patterns par cœur. Non, faut avoir 40 flèches archéoniques et spammer comme un raciste. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai compris que le mode n'était pas juste un mode qui ajoute de la difficulté, mais c'est surtout un putain de troll. Et si vous n'êtes pas convaincu par ce que je dis, attendez seulement de voir la fin de la vidéo pour comprendre. Bon, à ce moment-là, vous avez compris que ces petits bonhommes-là, je peux pas les tuer. Et après vérification de si quelqu'un l'avait fini avec un équivalent de mon stuff, et non, ça n'existe pas. Alors le plan est simple, le seul moyen de les battre est premièrement avoir un bon arc, 1 ou 2 ça suffit, ça j'ai avoir pas mal d'endurance afin de rester longtemps dans les airs, ça j'ai un pénis de plus de 4 cm, et pour finir, comme le monsieur sur la vidéo, il faut une centaine de flèches archéoniques. Mais Jamy, comment on fait pour avoir autant de flèches archéoniques, parce que toi t'es une grosse merde. Et même si on accumule toutes les flèches que t'as utilisées depuis le début, on n'en arrive même pas à là. Bon, déjà si tu veux pas je te brûle ta maison, tu vas mieux parler. Mais sinon effectivement t'as raison, mais heureusement j'ai tout calculé. Vas-y, on va être gentil, on va descendre au nombre de 50. Et encore, vous avez pas vu la suite. Pour obtenir 50 flèches archéoniques, si on met de côté toutes les ressources qu'il nous faudra rassembler, il nous faudra rassembler 60 000 rubis. Et moi, je suis Elon Musk, sale bâtard. Donc après avoir gambergé un moment, je n'arrive pas à trouver de solution. Et j'ai vraiment pensé à un moment que j'allais m'arrêter là comme une... Mais heureusement, une lumière est arrivée. Le héros, le sauveur, un viewer du chat me dit de tout simplement dupliquer mes flèches archéoniques. Et là, il y a un mélange de bonheur et de seum qui m'envahit. D'un côté, je me dis, on a enfin trouvé la solution. D'un autre côté, je me dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Je suis vraiment con. Jour 95. Après avoir compris le fonctionnement et être allé chercher tout ce que j'ai besoin pour commencer le glitch, je me rends alors à la forêt Korogu. Car de ce que j'ai compris, c'est nécessaire pour que ça marche. Et après plusieurs tentatives, pas parce que c'est dur, mais juste parce que je suis con, j'arrive enfin à voir un résultat. Mais pour vraiment voir si ça marche, bah faut essayer. Donc maintenant que mon arc est buggé, je me téléporte au sanctuaire de Gyukoshise pour ensuite me rendre au bazar à sec. Arrivé là-bas, je me rends à l'endroit où se trouve la marmite. Et en regardant vers le bas, je tire dessus afin de dupliquer mes flèches. Et ça marche. Oui, c'est moi, je suis le génie que je pensais être. J'ai un gros... Et maintenant, c'est l'heure de dupliquer les flèches archéoniques. Alors je les équipe et... Je vais péter un câble. Haha, c'est un bug j'espère, parce que ça marche pas de fou là. Et après avoir bien regardé mes sources, je comprends que ça marche seulement avec les flèches normales. Super. Bon, effectivement à ce moment-là, j'avais énormément le seum, parce que j'ai l'impression que quoi que je fasse, c'est peine perdue. Mais j'avais une autre idée en tête. Alors du jour 95 au jour 98, je prépare un nouveau glitch. Vu que je ne peux pas dupliquer mes flèches archéoniques, je prends la décision de dupliquer des objets, plus précisément des fragments d'étoiles, dans le but final de les vendre et pouvoir ensuite acheter des flèches archéoniques. Alors après plusieurs tests, parce que je le rappelle, je suis toujours au type, bien ça marche et je passe d'un fragment d'étoile à 5. Mais le problème c'est que plus j'essaye, moins ça marche, et après 5 essais, ça ne marche plus du tout. Je sais qu'on dirait que c'est scénarisé, mais je vous rassure, j'ai juste pas de chance. Si je joue au loto, je gagne, mais mon billet brûle. C'est trop une dinguerie. On n'est plus qu'à 2 jours de l'objectif et j'ai déjà envie de mourir. J'ai passé 100 jours sur un mode plus destructeur de mental que League of Legends, et même en essayant avec des glitches, je n'y arrive pas. C'est le monde qui est à l'envers ou c'est moi?
je suis à l'envers. Ça voudrait donc dire que Ganon va gagner. Ça voudrait donc dire que j'ai perdu. Quelle bonne blague. Et tout ça, c'est sans compter le fait que je suis sur Switch Pro. Alors, en allant dans les packs graphiques, je l'ai trouvé. L'arme qui allait tout changer. Infinitaro. En gros, ça fait la même chose qu'un glitch, mais c'est pour les incompétents comme moi. Pour 99. Et je décide alors de retourner au château d'Hyrule afin d'enfin pouvoir me venger sur les bonhommes qui m'ont traumatisé. J'arrive à l'entrée des quartiers principaux en moins de 3 minutes et je suis prêt. Et nous voilà à la phase 2, en face des 4 criminels à cause de qui j'ai dû apprendre des glitches par cœur. C'est pas normal de faire ça de base. Et comme c'est bizarre, c'est beaucoup plus simple d'un coup, espèce de sombre merde. Après que j'ai battu les 4 Iga sous Frozen, un gardien apparaît et sa durée de vie a été de 10 secondes. Bravo. Et nous voici à la phase finale, où je dois affronter un Linel radioactif LGBT. Je sais pas, c'est quoi ce truc? Mais par contre, s'il y a bien un truc que je sais, c'est que c'est le mob le plus résistant de toute l'aventure. Mais heureusement, on parle pas d'un singe de merde qui t'immobilise à 30 mètres de distance derrière les murs. On parle d'un 1v1. Et cette fois, j'ai besoin seulement de mon épée. Et maintenant que j'ai mis à terre tous ces gros racistes de façon totalement légitime, je m'attaque enfin à l'ombre de Ganon. Et après avoir enchaîné l'ombre de vent, d'eau, de feu et de foudre, j'affronte enfin celui que j'attendais. Mini PK vs Ganon. Retire-le pas, t'inquiète pas, n'aie crainte. Aïe aïe aïe. Là, on va se taper sur la gueule, Ganon. Et avant même que j'ai le temps de dire Astérion, les 4 bêtes divines des 4 prodiges mettent directement Ganon mid-life. Et on passe à la phase 2. Le seul moyen de pouvoir l'atteindre, c'est de lui renvoyer sa propre attaque. Et après ça, on peut le tabasser autant qu'on veut. On a enfin réussi. On a battu Ganon. Mais non, c'est faux, c'est pas fini. Tu dois lui tirer dessus avec l'arc de lumière. Mais ça, c'est rien du tout, c'est facile. Ça fait même pas partie du boss. Oui. Vous voyez extrêmement bien la même chose que moi. Quand je disais que le mode est un pur troll, eh bien si on va dans notre inventaire, on voit qu'ils nous ont donné 600 fées. Et s'ils ont mis 5 linels et 30 bocoblins dorés, c'est pas pour que ce soit dur, mais juste pour te choquer ta grand-mère. Et en attendant, on a toujours un sanglier en obésité morbide qui fait la taille de la map devant nous. Et Zelda nous donne les exactes indications à suivre. On doit réussir à tirer sur toutes les parties du corps de Ganon, au moment où elle nous le dit. Et tout ça avec des mobs qui te spamment tellement que j'arrive même plus à me lever. Allez! Après quelques minutes, Zelda nous prévient que c'est le moment. Alors je prends de la hauteur, son œil s'ouvre et... Oh. Bismillah. Et j'ai le bonheur de vous annoncer qu'on a survécu 100 jours sur le mode le plus difficile de Breath of the Wild. Et le dernier objectif de Ganon, c'est fait! Cette vidéo m'a pris plus de 100 heures à être réalisée, c'est de loin la plus grosse vidéo de ma chaîne. Je vous prépare de pures dingueries. Alors par pitié abonne-toi et le plus important, viens sur Twitch tous les jours à 19h, c'est en description. Et les créateurs du mode, je vais vous retrouver!